19 spectateurs. Alors, non, 93 ici. Alors, bonjour à tous et à toutes. Donc, bien sûr, on va souhaiter pour la maison qui nous accueille beaucoup de bracha, beaucoup de simcha, beaucoup de nachat, beaucoup de bonheur. Après, pour tous les gens qui sont là, qui ont fait l'effort de sacrifier un dimanche ensoleillé, on leur souhaite aussi beaucoup de joie, beaucoup de réussite. Donc, on va parler de notions de couple. Il y a des notions, évidemment, un peu qui contiennent un peu de la remise en cause, mais sachez que c'est que de l'amour. Et après, c'est de prendre le recul d'utiliser les outils pour travailler, pour construire avec. Parce qu'il y a un principe, c'est que, vous savez, les logiciels, ils font des mises à jour. Votre téléphone, il reçoit une mise à jour. Même la voiture, le TomTom, il reçoit la mise à jour. Mais les gens, ils ne pensent pas à faire la mise à jour du couple. D'accord? Ils disent, bon, ça va, on est mariés, les enfants, ils sont grands. Ils oublient que les choses, elles évoluent. Donc, il faut faire des mises à jour, c'est normal. Ouais, un peu comme à l'Yeshiva, tu révises les choses. Avant la fête, tu révises les lois de Rosh Hashanah, tu révises les lois de Pessah. Eh bien, il faut réviser les fondamentaux du couple. D'accord? C'est-à-dire la bonté, le chesed, la communication, la solidarité. Les gens, ils s'endorment. Après, ils parlent de routine. Mais en vérité, ça vient de ça simplement parce qu'ils ne sont pas dans une dynamique. Comme le corps. Le médecin, il te dit, écoutez, vous savez, si vous marchez 1 heure par jour, les 3 quarts de médicaments, on va les arrêter. Mais les gens, non, ils sont passifs. Alors, quand tu es passif dans ton corps, eh ben, les choses, elles se déposent. Quand tu es passif dans ton moteur, ben, les graisses, elles se déposent dans les pistons, ça déforme le piston. Quand tu es passif dans ton couple, c'est la même chose. Même quand tu es passif dans ta religion. Pourquoi tu dois évoluer, étudier, améliorer ta prière? Sinon, au bout d'un moment, ça devient rasant. D'ailleurs, tu vois la barbe qu'ils ont, ouais. Donc, ça vient de ça. Parce qu'il n'y a pas de tridouche, il n'y a pas de renouvellement. Donc, il faut toujours avoir en tête, et ça, je le dis souvent aux gens, c'est qu'il faut continuer à draguer après son mariage. Bon, après, il y en a qui précisent avec sa femme, tout ça. Mais l'idée, c'est ça. Que quand on est dans une logique de ridouche, comme une maison, ouais, bah, tu refais la peinture, ou tu déplaces les meubles, ou tu dis on refait la cuisine, parce que tu as besoin du nouveau. Alors, c'est bizarre que les gens ils comprennent qu'il faut du nouveau dans tout. Ouais. Même la voiture, il dit bon, allez, viens, on change et tout ça. Mais le couple, non. Il reste comme ça, il reste. Et comme il y a une logique, c'est que on dit sauf aretz lit kashot, la finalité du bois est de durcir. Le bois, il est dans la forêt, il est tendre, il est vivant. Tu le coupes, il sèche. Après, il sèche, il durcit. Plus tu avances, plus il est dur. Donc, un bois qui a 100 ans, il est plus dur qu'un bois qui a 10 ans. Maintenant, ils disent les chachamim, sauf à lèvres les kashot. Mais la finalité du cœur aussi, c'est de se durcir. C'est-à-dire que si tu veux garder un cœur sensible, ouais, et le cœur, c'est pas seulement l'émotion, d'accord? Ça veut dire que tu ressens les choses. Et bien, de la même manière qu'il y a un travail, c'est ce qu'on va voir en parallèle, qu'il y a un travail au niveau personnel pour rester vivant, pour rester jeune, pour rester rfif, pour rester... Et bien, il y a aussi un travail au niveau du couple. Pourquoi? Alors ça, c'est un truc dont j'ai un petit peu parlé hier soir, mais on peut revenir dessus parce que ça s'applique bien au thème d'aujourd'hui. C'est que, vous savez, la vie, elle est faite en 3 couches. Il y a une couche qui s'appelle la réalité, d'accord? Comme ça, voilà, vous me voyez, moi je vous vois. Vous êtes ma réalité, je suis la vôtre, ok? Après, il y a le conscient. Dans la personne, il y a le moi qui est conscient de la réalité. Et derrière le conscient, il y a le subconscient. D'accord? Maintenant, nous, on croit qu'on fait les choses par rapport à la réalité. Ça veut dire, par exemple, tu mets les tefilines, bah, tu es conscient que tu mets les tefilines. Tu travailles, tu es conscient que tu travailles. Maintenant, quand tu travailles avec sérieux, ça développe chez toi l'honnêteté, par exemple. Ouais. Quand tu luttes contre la flemme, ça développe chez toi le courage. Donc, ça veut dire que la réalité, elle te permet de développer ton conscient à l'intérieur. D'accord? Ce qu'en hébreu, on appelle le da'at. Ok. Et le da'at, il va améliorer ta réalité. Parce que plus tu es intelligent, plus tu es mature, plus tu es fort, plus tu es bien dans ta tête, plus ta réalité, elle va être améliorée par rapport. D'accord? Maintenant, quelqu'un, il arrive à gérer 1500 employés, et l'autre, il n'arrive même pas à gérer son chien. Coucher, il veut pas. Ouais. Mais en vérité, c'est pas le chien qui a de la personnalité, c'est juste la personne qui a pas développé son moi. Et quelqu'un qui a un moi qui est moins fort que celui de son chien, je sais pas si vous imaginez, d'accord? Parce que le moi, c'est le cœur, le lève. Et le chien, c'est qu'élève. C'est comme un cœur. Ouais. C'est pour ça qu'il y a des gens qui arrivent plus facilement à parler à leur chien qu'à leur femme. Parce que moi, lui, il écoute. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que... Non, c'est vrai, toute la vie, ouais, j'ai une vie de chien, d'accord, chienne de vie. D'accord, mais l'idée, c'est qu'en fait, on a la réalité et on a le conscient. Vous avez compris les allers-retours entre le conscient et la réalité. Ce que nous, on appelle le moussard, et que les goïms, ils appellent la psychologie. Ok, on a compris. Mais à part ça, il y a le rapport entre le moi et le subconscient. C'est-à-dire le conscient réel et le conscient
non concret. C'est l'intérieur, d'accord? Le monde de l'intuition, le monde de l'intériorité. Et ça, toute sa vie, un homme, qu'est-ce qu'il fait? Il développe. En français, par exemple, ça s'appelle l'expérience. Bah, quand tu démarres ton travail de vendeur, bah, tu bégayes, tu te rappelles le briefing, tu te rappelles le prix, tu essaies de te rappeler de la marge. Mais après, quand ça fait 10 ans que tu es vendeur, voilà, c'est fini, tout ça, ça coule de source. Tac, 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 tout de suite, tu sens le gars, bon, il a un potentiel, je travaille avec lui, tiens, je lui propose un petit peu plus bas parce que je sais qu'il va prendre 100 000 pièces. Tu dis, mais d'où tu sais? Je sais pas, c'est l'expérience. Mais l'expérience, elle ne s'inscrit pas forcément dans le da'at. Ouais, elle ne s'inscrit pas dans le conscient. Elle s'inscrit dans l'inconscient. Vous me suivez ou... Comme une maman, elle connaît ses enfants. Moi, les gens, des fois, ils m'appellent, ils me disent, ouais, Rav, qu'est-ce que je dois faire avec mon fils? Je lui dis, écoutez, moi, votre fils, je le connais depuis 5 minutes. Vous le connaissez depuis 17 ans. Je lui dis, s'il y a quelqu'un qui peut répondre, c'est vous. Elle dit, oui, mais on n'a pas forcément la pédagogie. Je dis, ok, mais vous avez l'intuition. Vous avez l'esprit maternel, paternel. Vous êtes investi. Il est sorti de votre corps. Et il est génétiquement comme vous. C'est votre ADN. Donc, comment un gars de l'extérieur, même s'il est racham, il va savoir plus que toi. Ouais. Sauf l'exception du tzaddik. C'est-à-dire que quelqu'un qui se sacrifie pour l'autre, alors il peut avoir une intuition qui vient de l'âme, qui n'est pas limitée par les contingences intellectuelles, les contingences psychologiques. Parce qu'en vérité, là, on a expliqué déjà plusieurs fois, l'homme est fait en 3 parties. La neshama, l'âme, le psychique, le moi, le cœur, et le corps. Le corps, c'est de la viande, plus ou moins organisée harmonieusement selon le mazal pondéral de chacun, d'accord? Après, donc c'est de la viande, ça ne réfléchit pas, il n'y a pas de conscience, c'est un steak, d'accord? Après, il y a le moi, le psychique. Alors, c'est plus ou moins évolué, plus intellectuel, plus émotionnel, plus analytique, plus profond, moins profond, plus basique, ok. Et après, la neshama. Maintenant, la neshama, elle n'a pas été créée. Comme elle n'a pas été créée, elle n'a pas de début. Comme elle n'a pas de début, elle n'a pas de fin. D'accord? Donc la neshama, elle est infinie. Donc tout ce qui sort de la neshama est infini. Infini dans le temporel, donc la neshama, elle est intemporelle, et infini dans la matière. D'accord? Parce que comme la neshama n'a pas de matière, donc elle est partout en même temps. Elle n'est pas limitée ici, puisqu'elle est non limitée. No limite. Ok. Maintenant, l'énergie qui sort de l'âme, elle est faite de la même nature que l'âme. Donc elle est illimitée. D'accord? Donc ça veut dire que la neshama, en vérité, puisqu'elle est intemporelle, ça veut dire que pour la neshama, il n'y a pas le présent, le passé, le futur. Pour la neshama, c'est un présent continu. Donc pour la neshama, le futur, c'est du présent. Mais le passé aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc ça, c'est la neshama. Après, le problème, c'est le corps et le nefesh, le psychique. Le corps, c'est de la viande, on a dit, donc elle est opaque. Quand vous essayez de faire passer la lumière à travers un beefsteak, à part un gigot, ça marche pas. Pourtant, un gigot, c'est 2 gigas. Donc, bon, alors, ça passe pas. Ouais, parce que c'est épais, c'est opaque. Ok. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit la Torah? Veit kadashtem, veitem kedoshim. Vous vous sanctifierez, vous serez saints. C'est-à-dire que quelqu'un, il peut se sanctifier. Or, c'est quoi la sainteté d'après la Torah? Il dit le Nefesh HaChaim, il dit kadosh, jemouvdal min hachomer, c'est séparé de la matière. Ça veut dire que tu peux dématérialiser ta matière. La matière, c'est de la matière. Mais en vérité, on sait très bien, dans la Torah profonde et aussi dans la physique quantique, ouais, que la réalité, elle existe en fonction de la conscience que tu en as. Oui. Toi, tu vois que le magasin, il est mal placé, par exemple. Eh bien, il est mal placé. Tu dis, mais pourquoi il n'y a personne qui rentre? Mais toi, au fond, qu'est-ce que tu penses? Ouais, il est mal placé. Toi, tu vois ta maison noire. Tu dis, ouais, c'est pas éclairé comme à l'époque, quand j'habitais dans le sud. Ah bon, t'habites en Alaska. D'accord. Donc, tu la vois noire. Elle est noire. Maintenant, c'est une vraie question. C'est est-ce que la réalité, elle est noire? Elle est blanche, mais toi, tu l'aperçois noire parce que moralement, tu es faible? Ou est-ce que la réalité, elle est vraiment noire parce que tu la crées noire en fonction de ce que tu penses? Ça va? Ok. Donc maintenant, quand on est dans cette logique-là, c'est qu'une personne, en fait, il passe sa vie à éduquer son conscient. Tout le travail des midotes qu'on doit faire, d'accord? C'est-à-dire l'intelligence, la conscience, l'investissement, la lutte contre la flemme, la place de l'intérêt, la déformation de la fainéantise, la part du Yetzirara, tout ça, c'est quoi? Toute la psychiatrie, la psychologie, toutes les midotes, tout ça, bah, c'est quoi? Bah, c'est en vérité de construire le moi à l'intérieur. Or, il n'y a que 2 écrans devant la neshama, le corps et le moi. Maintenant, quand quelqu'un il a sacralisé son corps, donc le corps, il perd sa dimension matérielle, il devient un conducteur spirituel. Vous me suivez ou... Ouais, pour ça le tzaddik, il faut qu'il mette la main sur la personne pour le bénir. Parce qu'il est conducteur. Donc il a la main dans la source de vie. Ouais. En fait, ça part de sa neshama. La neshama, c'est un récepteur. Hachem, c'est l'émetteur. Émetteur. D'accord. Donc il reçoit le flux, le signal, restez calme. Ça marche pas en anglais. C'est pas grave. Il y a pire. Donc, après, ça passe par la conscience. D'accord.
et après ça passe par le corps, et après ça rentre dans la personne. Tac. Ouais. C'est pour ça que le Kohen, il doit mettre les mains sur le korban. C'est pour ça que le tzaddik, il met la main sur la personne. C'est que les parents, quand tu bénis, il faut mettre la main sur la personne. Pourquoi? Tu dis, ça va, je te bénis, c'est intellectuel tout ça, je me concentre et je te bénis. Non, mets la main. Ouais. Donc qu'est-ce qui se passe en vérité? C'est qu'on est des conducteurs. Maintenant, vous savez que le meilleur conducteur, c'est l'or. Et ça ferait cher un petit peu de faire tous les câbles électriques en or. Ouais. Donc on prend du cuivre. Donc le cuivre est le conducteur. Mais même le bois, il est conducteur. Tout est conducteur en vérité. Mais il y en a plus ou moins. Même le corps, il est conducteur. Si tu mets les 2 doigts dans la prise et 2 doigts dans la bouche de ta belle-mère, tu vas voir que elle est au courant. Tu vois, elle qui se plaint toujours. Ouais, on dit rien à moi. Ah, d'accord. Donc c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que toi, tu dois fabriquer le conducteur. C'est-à-dire que l'âme, elle va produire une énergie extrêmement puissante. Et en affinant ton psychique, ton moi, ouais, ta grandeur d'âme, après ta sensibilité, ta crainte de Dieu, ta modestie, parce qu'il y a, de la même manière qu'il y a de la matérialité matérielle, il y a aussi de la psychologie matérielle. Par exemple, l'orgueil, c'est un très haut niveau de matérialité. L'attachement, l'addiction à la débauche, c'est un très haut niveau de matérialité. La colère, c'est un très haut niveau de matérialité. D'après le Zohar, quand quelqu'un se met en colère, c'est comme s'il va avec une prostituée. Au niveau de matérialité, c'est très très matériel. Maintenant, le problème, c'est que le matériel, il fait obstacle au spirituel. Donc, tu ne peux pas recevoir l'éclairage de l'âme. Pourquoi? Parce que la neshama, c'est comme une ampoule. Maintenant, quand vous allumez une ampoule de 3000 watts dans une pièce, est-ce que la pièce est éclairée? 3000 watts. 100 watts, tu éclaires à peu près 20 mètres cubes. Donc 3000 watts. Oui, non? C'est très très éclairé. Tu peux faire. Je crois que l'ampoule elle éclate. Hein? Non, c'est une ampoule adaptée. D'accord. Vous pouvez faire crier un bœuf. Je me rappelle pas de vous avoir donné la parole, mais c'est pas grave. Je comprends. Ça peut être frustrant. Mais comme j'ai beaucoup de choses à dire et peu de temps, donc appliquer le droit constitutionnel du droit de se taire. Mais cette idée-là, non, parce que je ne sais même pas où je vais, là, j'ai pas de feuille, j'ai rien. Je fais pour le sroute de la maison, donc restez concentrés. Déjà, essayez de suivre, c'est déjà pas mal. C'est pour ça qu'on filme, comme ça vous pouvez revoir. Mais là, on vient de faire à peu près un an d'Yeshiva, là. Vous n'avez pas vu, mais ouais. Ça s'appelle TGV, c'est Torah à grande vitesse. Donc maintenant, quand on est dans cette logique-là, que là, en fait, le travail, c'est quoi? C'est de se séparer de la dépendance de son corps, ce qui est exactement le contraire de ce que la société propose, puisque la société, elle propose de devenir un con sommateur, ouais, c'est-à-dire un con mais sans sommation, et toi, la Torah, elle veut le contraire. Tu te détaches de la matière, tu te détaches de la dépendance, tu te détaches de l'addiction, et eux, le contraire. Vas-y, kiffe la bouffe, kiffe le sexe, kiffe l'argent, kiffe le shit, rien que tu sois matière. Le problème, c'est que la matière, elle reçoit l'impureté. Ouais. Maintenant, c'est pas l'impureté, détends-toi. Non, l'impureté, c'est Touma, et Touma, c'est Atoum, et Atoum, c'est bouché. D'accord? Donc, tu verras que plus quelqu'un il est matériel, plus il est bouché. Plus quelqu'un il est immatériel, plus il est ouvert, plus il est éclairé, plus il est vif d'esprit. Donc si tu vas avoir un semblant de liberté intellectuelle qui va t'amener à un semblant de liberté émotionnelle, qui va t'amener à un semblant de liberté réelle, tu es condamné à te détacher de la matérialité. Mais même si tu n'es pas juif, ça n'a rien à voir. Ouais, comprenez ou non? C'est une logique. C'est comme le tuyau. Plus il est bouché, moins ça passe. Maintenant, il est bouché avec le cholestérol, il est bouché avec les impuretés, il est bouché avec ta bêtise, il est bouché avec ton orgueil, il est bouché avec ta flemme. Mais ça passe pas. C'est quand tu dis, ah, ça passe plus entre nous. Tu dis, mais c'est pas que le tuyau, il n'existe pas, c'est que regarde ce qu'il y a dedans. Regarde l'orgueil, la rancune, les nerfs, les complexes, la bêtise, ta mère, ta race, c'est ça qui bouge. Donc il faut avoir un travail de ramonage, d'ouvrir les tuyaux. Vas-y, ouvre. Viens, tu vas mettre dedans, c'est une société, tu payes, les mecs ils te passent un truc dans les tuyaux. Ah, c'est quand tu ouvres le robinet. Un plombier m'avait refait toute une installation. Il m'a dit, écoute, je vais te donner un truc de plombier. Quand tu ouvres l'eau et que ça coule, si à la fin ça fait ça veut dire que c'est bon, il y a un bon débit. Ouais. Alors moi je kiffe quand je joue et j'entends ça à la fin, je dis, ah c'est bien, ça passe bien. Ouais. C'est exactement pareil. Quand tu fais un cours et que les gens ils font oh, il y a un bon débit. Sinon, il y a des coincés comme ça. Pendant le cours. Après, il y a les autres qui n'arrivent pas à retenir. Ils font. Après, il y a les perplexes qui transfèrent leurs complexes. Écoute ce qu'il dit.
Voilà. Ça, il n'a pas compris que c'est pour lui, il croit que c'est pour elle. Ou elle pour lui. Ouais, tous les exemples sont bisexes. Hein. Non, parce que comme je suis marocain, les gens ils croient que je parle toujours contre les femmes. En vérité, c'est faux. Tout le monde sait que celui qui a écrit la Torah était bon. Alors, donc qu'est-ce qui est marqué ici? Donc, qu'est-ce qui est marqué ici? Ici, c'est marqué une chose essentielle. C'est qu'en fin de compte, on vit la réalité en toute conscience. Et plus on vit la réalité, plus ça développe notre conscience. Vous me suivez ou non? Ok. Mais notre conscience, elle développe notre subconscient. Comme je te dis, par exemple, dans le travail, tu as une intuition. D'accord? Le gars, ça fait 20 ans qu'il veut l'immobilier, il perd pas le temps, il rentre, il fait comme ça, il regarde le quartier. Combien tu m'as dit? 9 000 du mètre? Non, 8 000, c'est bon. Allez, je le prends. Attendez, tu veux pas visiter? C'est pas la peine. C'est son métier. D'accord? Ça, c'est pareil. Toi, tu viens, tu vois les fruits, tu vois le truc, tu vois la cam, tu vois tout de suite. Tu dis, bon, vous voulez pas toucher, vous voulez pas goûter? Écoutez, j'ai pas le temps, monsieur. Allez, hop, allez, 3 tonnes de ça, 4 tonnes de ça. Tu dis, mais quand même, c'est beaucoup, c'est beaucoup. C'est pareil, dans toute la vie, c'est ça. Ben, c'est pareil, toi, ton fils, tu vois, tu rentres, tu vois, il est pas bien. Tu t'approches, il fait comme ça. Tu dis, oula, faut qu'on se parle tous les deux. Ouais. Mais pourtant, ni l'école elle a téléphoné, ni ta femme t'a parlé. C'était son fils, c'était son père, c'est normal. Donc chacun, il a un ressenti. Mais le ressenti, il est où? Ouais, tu crois qu'il est dans le conscient? Quand tu rentres dans une pièce et tu sens qu'il y a quelqu'un qui t'aime pas, personne n'a parlé là. D'où il est le ressenti? Ouais, un nerveux dans l'ascenseur, tu le ressens. Tu viens pour faire un deal avec quelqu'un, il fait des trucs. Ah, tu dis, il y a des signes, tu vois, il a les mains moites, des trucs. Tu sais qu'il vient pour t'embrouiller. Ouais, non, le profiler, le douanier. Il voit, d'accord? Donc c'est quoi ça? C'est qu'en vérité, tout ce que tu vas faire dans le conscient, c'est fait pour éduquer ton subconscient. Vous me suivez ou... Maintenant, plus tu vas avancer dans les niveaux, alors dans la vie normale, ça va s'appeler l'intuition. Dans le professionnel, ça va être la perception de l'intériorité des choses. Ouais. Chez les tzadikim, ça s'appelle Ruach HaKodesh. Ouais, plus tu montes, le Dat Eloki, c'est des autres langages. Mais en réalité, le principe, c'est le même. C'est pour ça que Rav Wolbe, il dit que un chesed, une bonté, de la bonne manière, à la bonne personne, au bon moment, il dit c'est Kimat Ruach HaKodesh. C'est pratiquement être doté de l'esprit divin. Toi, tu dis quoi? Le gars, il fait un cadeau à sa femme ou à son mari comme il faut, il s'appelle qu'il est prophète? Non, en vérité, pourquoi? Parce qu'encore une fois, quand toi, tu le fais vraiment par amour, et sans calcul, et sans intérêt, donc, tu t'es débarrassé de la matérialité du corps, qui va te dire fais-le, comme ça elle va te faire des faveurs. Ouais. Tu t'es débarrassé de la matérialité intellectuelle. Tu dis ouais, comme ça je vais la dominer, parce que maintenant elle se sentira toujours redevable. Tous les psychiatriques comme ça, ouais. Les manipulateurs, les pervers. Donc quand tu t'es débarrassé de ces deux couches-là, qu'est-ce qui reste? Il reste la neshama. Et la neshama, elle te donne l'essence des choses. Donc tu dis mais c'est exactement la couleur. Ouais. C'est exactement ce qui me fait plaisir, c'est exactement le bon moment, c'est exactement... Comment tu as pu faire un truc pareil? C'est très très dur. Vous savez, c'est très très dur d'offrir des choses à des gens qui n'ont besoin de rien. Maintenant, plus la personne elle est indépendante, moins elle a besoin de quelque chose. Donc, comment tu as fait pour savoir ce qu'elle a besoin? Ou ce qu'il a besoin? Alors qu'il a tout. Vous me suivez ou... Voilà. Donc ça veut dire que c'est un éclairage de l'âme. Maintenant, le problème, c'est que l'âme, on la voit pas. On l'aperçoit pas, on a juste le ressenti de l'énergie générée par. Vous me suivez ou non? C'est comme des fois, c'est avant l'orage, il y a de l'électricité dans l'air, tu dis, il va pleuvoir. Ouais. Tu rentres dans un endroit, il y a une mauvaise ambiance. Tu rentres dans une maison. Moi, je suis très, très sensible des endroits. Il y a des pays, je suis inspiré, des autres. Des synagogues, tu rentres, on dirait que tu es dans un gymnase. Mais des fois, des tzadikim, tu les visites, bon. Et un des autres, wow, tu te mets à pleurer. C'est bizarre. Ouais. Moi, par exemple, je vais à New York, j'ai envie de courir. Je vais à Los Angeles, je m'endors. C'est bizarre. Ouais. Et à Paris, tu as envie de bouger. Tu vas dans le sud, tu dis, prends une figue, elles sont bonnes. J'attends qu'elle tombe. Ça va venir, je la sens bien, celle-là. Peut-être cet été, peut-être l'été prochain. Mais j'ai pas faim, c'est pas grave. Ouais. Donc c'est quoi l'idée? C'est que chaque endroit, en vérité, il a une certaine atmosphère. De la même manière que ces fruits-là, ils poussent ici, ils ne poussent pas là-bas. L'eau d'ici, elle n'a pas les mêmes propriétés que là-bas. Vous savez qu'il y a 1200 sortes d'eau différentes. Et chaque eau, elle a une propriété. Tu dis, mais c'est H2O. Non, non. Celle-là, c'est pour les reins. Celle-là, c'est pour les poumons. Celle-là, c'est pour le sang. Celle-là, c'est pour les femmes enceintes. C'est très bizarre. Il y a un médecin, une fois, il m'a montré un bouquin pour soigner qu'avec de l'eau.
Tu prends rien, pas de médicaments, rien. Cette eau-là, toutes les demi-heures, celle-là, une fois tous les 2 jours, celle-là, tu bois que ça pendant 2 jours, ça te nettoie, celle-là, c'est que de l'eau. Il n'y a rien, ni médicaments, ni trucs, ni rien. C'est quelqu'un qui ne veut même pas faire du business, en vérité. Tout est dans la nature. Seulement que nous, on est pressés, alors on dit j'ai mal à la tête. Alors, au numéro opposé, je prends un Doliprane. Ouais. Ou alors j'ai mal au ventre, au lieu de faire une petite diète, je vais prendre un truc qui me fait digérer. En vérité, on est des gens pressés. Mais si tu laissais faire le corps, si tu essaies de manger quand t'as faim, un truc débile. Ouais. T'as pas faim, ne mange pas. Tu dis non, mais c'est juste un petit. Mais tu vas le payer. Tu vas le payer. C'est vrai, même le médecin, il voit dans les analyses, il dit mais qui c'est qui t'a cholestérol? D'accord. C'est pour ça qu'il faut toujours vérifier la cache-route, de quelle cache-route. Mais quand tu vois, je sais pas, raf calories, raf cellulite, fais attention. Ah, c'est caché, mais tu vas payer. Donc l'idée, c'est quoi? C'est que la personne, elle arrive, en fin de compte, à travailler dans l'invisible. Un peu comme les enfants. Les enfants, en vérité, jusqu'à 22, 23, 24, 28, 31, tu peux pas avoir un vrai dialogue avec eux. Pourquoi? Parce que quand ils sont petits, tu crois qu'ils comprennent rien, parce que les enfants ne comprennent rien, mais ils ressentent tout. Ouais. Après, ils ont la timidité et la pudeur de ne pas te répondre. Après, ils n'arrivent pas à mettre des mots sur ce qu'ils ressentent. Donc attends qu'il ait 22, 23, 24, que tu lui dis, tu sais mon fils, je voulais te dire ça, et le fils, il te dit, papa, moi aussi, je voulais te dire ça. T'as vu ce qu'il faut comme temps? Maintenant, jusqu'à ce moment-là, qu'il y ait un dialogue direct, tu as travaillé en aveugle. Vous me suivez ou non? Toi, tu as installé, c'est comme on te donne un ordinateur. Tu installes des logiciels. Et tu vois, j'avais bon, moi, j'envoie des programmes aux gens. Donc, j'envoie des programmes, dedans, il y a des fichiers Word. Ouais. Et puis, j'envoie, et le mec, il me dit, écoutez, Raph, j'arrive pas à les ouvrir. Puis, au bout d'un moment, je lui dis, excuse-moi. Il me dit, ouais, j'arrive pas à l'ouvrir. J'ai jamais vu ça de ma vie. J'envoie des PDF, j'envoie des Word. Les mecs, ils arrivent à ouvrir. Il me dit, j'arrive pas, ça marche pas. Je clique, ça marche pas, ça s'ouvre pas. Après, je pose la question la plus débile du monde. Je dis, mais est-ce que tu as Word? Tu as Word? Le mec, il me dit, non, c'est payant. Je dis, mais de quelle ville du Maroc tu viens? D'accord. Donc, et alors, il me dit, je l'ai pas. Ouais, restez calme. Donc, je lui dis, mais Word, c'est d'office. T'es obligé de l'avoir. Alors, il me dit, comment on fait alors? Je dis, je peux rien faire. La vie, c'est pareil. Parce que la vie, c'est quoi? Tu reçois des problèmes, des souffrances, des épreuves, des remises en cause. Ce qu'on appelle des fichiers. C'est des choses qui... C'est fichier, quoi. Ouais. Mais non, tu peux pas les lire si tu n'as pas le logiciel. Donc, quand tu as le logiciel, par exemple, patience, quand tu reçois un fichier colère, tu l'ouvres. Ouais. Tu as un fichier, je sais pas moi, manque de communication, tu as le logiciel communication, tu l'ouvres. Ouais. Tu as un fichier trahison, tu as le fichier remise en cause. Hop, tu l'ouvres. Vous me suivez ou non? Mais si tu n'as pas installé les fichiers, les logiciels, tu peux pas. Dans l'enfant, c'est comme un ordinateur, il n'y a rien dedans. Bon, ils sont gentils, ils t'ont mis Windows. Ouais, faut que tu aies une fenêtre sur le monde. Mais, et toi, t'installes. Donc tu lui installes la patience, tu installes la justice, tu installes la compréhension, tu installes le courage, tu installes l'amour, tu installes la hirat shamaïm. Tu installes. Maintenant, tu ne sais pas comment il va les utiliser, les logiciels. Mais s'il ne les a pas, il ne pourra pas. C'est vrai que les gens ils me disent, ouais, de toute façon, il est dans une bonne école, j'ai donné un peu d'argent à la yeshiva. Mais la yeshiva, le serfa, il ne va pas éduquer ton fils. Non, c'est bizarre. Ouais. Oh, tu dis, on a changé les mezuzot. Je dis, alors fais-lui un bouillon de mezouza. Fais-lui une tisane. Mais non, maintenant il faut s'asseoir, maintenant il faut lui expliquer, maintenant il faut lui le lever, maintenant il faut l'éduquer, maintenant il faut lui tordre le nez, maintenant il faut le punir. Il faut faire le travail. Il faut faire le travail. Tu fais pas le travail, il n'y a pas de résultat, c'est bizarre. Et ça, j'ai remarqué, les gens, moins ils sont religieux, plus ils croient au miracle. Vous me suivez ou non? Parce qu'il dit, ouais, il ne croit pas en Dieu, mais il dit, écoute, ça se fera comme ça se fera. Regarde, mon père, il n'a rien fait pour moi. Je dis, oui, mais ta mère s'est pendue. C'est vrai. D'accord. Donc, bon, c'est une image, hein, la réalité est bien plus grave. Bon, mais c'est quoi l'idée? 217 quand même. Hein. Elle a 86, c'est un peu timide sur YouTube aujourd'hui. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, avec l'enfant, tu travailles en aveugle. Ça va? Pourquoi? Parce que toi, tu es adulte et lui, il est enfant. Il est enfermé dans un sac et tu donnes, tu espères que ça arrive là où ça doit arriver. Ok. Dans le couple, tu travailles en aveugle ou tu travailles en voyant? Vous me suivez ou non?
Avant qu'il y ait la confiance, qu'il y a l'échange, que l'autre il est prêt à accepter, à se remettre en cause, qu'elle est prête à s'ouvrir, elle dit vraiment ce qu'elle ressent. En attendant, tu travailles en aveugle. Vous me suivez ou non? Ça prend un certain temps. Pour pas dire des fois une décennie, ou la deux, qui est la confiance. Là, je vous donne par exemple la confiance. C'est la base de la réception du message. Ok. Maintenant, c'est quoi la confiance dans un couple? C'est pas genre où est-ce qu'il a dormi hier soir, il me répond pas, il m'a dit qu'il est à Carpentras, mais j'ai localisé son téléphone à Monaco. Ouais. Non, on parle pas des Réchaïm, on parle des gens normaux. Ouais. Donc c'est quoi la confiance? La confiance dans un couple, c'est que quand tu fais une remarque à l'autre, l'autre il ne le prend pas comme un reproche. Je ne sais pas si vous me suivez. Ça veut dire que tu as dépassé la rivalité, tu as dépassé, tu m'étouffes, tu te prends pour mon prof, ma prof, arrête de me dire ce que j'ai à faire. Tu as dépassé tout ça, toute la gaminerie. Mais ça, Baba. Ça va? On verra les cas personnels après si vous voulez. D'accord, mais ce que je veux dire, et la confiance c'est quoi? Bah tu dis, bah j'ai confiance, tu me parles, j'ai confiance. Moi toujours quand les gens me posent des questions, je leur demande, je dis, vous avez confiance en moi? Alors, les gens ils disent, bah le rabbin, non, il y a des cons partout. Bon, des fois ils se rangent par tri, c'est les contribuables. D'accord, mais tu dis, si vous n'avez pas confiance en moi, je ne peux rien faire pour vous. Si tu n'as pas confiance dans le médecin, il ne peut pas te soigner. Si tu n'as pas confiance dans ton banquier, il ne peut pas te conseiller. Si tu n'as pas confiance dans le psy, ça ne marchera jamais. C'est que maintenant, tu as un problème, c'est que la confiance, en fait, c'est le réceptacle qui va recevoir la chose. Tu ne peux pas écouter une symphonie à la radio si ta radio n'a pas de récepteur. Il faut un récepteur. Alors, le problème, c'est que le récepteur, il faut le créer. Alors, comment on crée la confiance? Alors, c'est une image très facile. Imagine, tu as 60 000 euros sur toi, tu vas acheter une grosse BM d'occasion, et tu es au salon avec ton père. Et tu dis, papa, tu sais, ça y est, j'ai rendu avec le gars, elle est bien la voiture, je l'ai fait vérifier par le garagiste, j'ai 60 000, je vais aux toilettes. Tu poses ta veste, tu vas aux toilettes. Tu reviens, tu vois ton père, les deux mains dans la poche où il y a les 60 000. La grosse enveloppe là. Ouais. Est-ce que pendant une seconde, tu imagines que ton père, il est en train de te taper? On parle d'une famille normale. Ouais. Non, tu dis, bah, peut-être qu'il veut me rajouter 5 000 pour une option ou quoi, on va savoir. Ouais. Mais si tu es dans le train, tu es dans le TGV, il y a un gars en face de toi. Ouais, tu es en première. Il n'y a personne d'autre. Tu dois aller aux toilettes. Tu poses la veste, tu n'as rien dit, tu n'as pas dit ce qu'il y a dedans. Mais tu dis au gars, ça ne vous dérange pas de regarder la veste? Mais qui dit d'accord. Tu reviens, il a les deux mains dans la poche. Qu'est-ce que tu crois qu'il est en train de rajouter de l'argent? Quelle différence entre les deux? C'est que lui, tu as confiance, que tu n'as pas confiance. Pourquoi tu n'as pas confiance? Je le connais, le mec qui sort de la lune. Et l'autre? Ah bah, tu sais, parce que ça fait 28 ans qu'il me fait du bien. Donc en vérité, la confiance, elle s'acquiert par le chesed. Vous me suivez ou non? Parce qu'il y aura toujours des ambiguïtés, il y aura des situations difficiles, il y aura des gueules, il y aura des tronches. Mais comme il y a une majorité de positifs, quand il vient une ambiguïté, elle se noie dans le positif, dans la majorité. C'est pour ça qu'on est obligé de fabriquer ce qu'on appelle le crédit. Comme une banque, tu mets 100 000, 200 000, 80 000, 10 000, 20 000, 30 000. Le jour où tu viens, tu dis j'ai besoin de 100 000, pas de problème, monsieur, on vous connaît. Mais si tu viens, tu rentres, une banque que tu ne connais pas, tu rentres, tu dis bonjour, il me faut 100 000. Le mec il dit écoutez-moi, excusez-moi, la formule c'est un hold-up. Bah, tu peux pas rentrer comme ça et demander 100 000, d'où je te connais. Voilà. Non, ton père, pour que toi tu aies confiance en lui, il a mis 27 ans de crédit, je sais pas si tu as compris. Oui. Et toi tu crois qu'en te mariant, au bout de 2 semaines, tu as le crédit? Mais quel crédit? De quoi? D'où je te connais? Et ça, les gens ils ne comprennent pas ça. Ils disent mais écoute, on est mariés, je comprends pas. Si je te le dis, c'est comme ça, si je le pense. Ça prend du temps. Ouais. C'est chesed après chesed, bonté après bonté, gentillesse après gentillesse, douceur après douceur. Mais le problème, c'est qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils font 3 douceurs, une crasse. 3 douceurs, une crasse. 3 douceurs, une erreur. 3 douceurs, une bêtise. 3 douceurs, un gros mot. 3 douceurs, une remarque désobligeante. Donc en fait, ils créent, ils perdent le crédit. Ils créent, ils perdent le crédit. Ils créent, ils perdent le crédit. Donc un jour, ils sont à zéro. Mais comme ça fait 8 ans, ils croient qu'ils ont du crédit. Alors il vient, il fait une grosse bêtise, il dit écoute, je dois partir avec des copains sur un bateau qui s'appelle l'île de la Tentation. Parce qu'on doit tester les 94 prochaines chefs de salon. Donc tu me fais confiance. Il dit tu sors, je me pends. Mais vas-y, d'accord. Pourquoi? Mais pourquoi t'as pas confiance? Pourquoi t'as pas confiance? Pourquoi tu veux regarder mon texto? Pourquoi tu veux ouvrir mes mails? Qu'est-ce que t'as besoin de savoir qu'est-ce qu'il y a dans le compte? De toute façon, c'est Mina Shamaïm. Ah bon, alors fais voir. Ah, tout de suite, les grands mots. Ah, oh là là, Ah, t'es comme ta mère. Ouais. T'as pas confiance. T'as pas confiance. On peut faire des bébés ensemble, mais il n'y a pas de confiance. Moi, je vois les gens, hein, ils dorment ensemble, mais ils se parlent pas.
Tu fais parler lui. On se comprend pas. On n'est pas sur la même longueur d'onde, on n'a pas la même façon de penser, on n'a pas été éduqué pareil, on n'a pas grandi dans le même milieu, on n'a pas le niveau de religion pareil, on n'a pas le même niveau intellectuel, on n'a pas la même approche, on n'est même pas du même sexe, pour vous dire. Alors là, c'est la totale. Ah, vraiment, on n'utilise même pas la même lessive. Moi, je prends Ariel, lui, il prend Homo. Donc, c'est quoi l'idée? En vérité, l'idée, c'est que le but du couple, le projet du couple, c'est très simple. On complique parce que les gens, les choses simples, ils n'arrivent pas à les absorber. Les mecs, ils peuvent t'expliquer comment il marche la centrale nucléaire, mais quand tu lui dis c'est quoi la lumière, il est perdu. Attends. Voilà. Donc le simple, c'est le plus compliqué. D'accord? Le projet du couple, c'est l'unité. D'accord? On a déjà expliqué 1 million de fois, à Ava, l'amour, c'est la même gematria que Echad, c'est un. D'accord? Et que chaque mitzvah, elle a un Yetzer Hara. Ouais. Et le Yetzer Hara, il a un avantage extraordinaire, c'est que si tu n'as pas l'occasion d'étudier 15 ans la yeshiva pour connaître la profondeur du mitzvah, suffit que tu regardes le Yetzer Hara pour savoir où est-ce qu'elle est l'importance de la mitzvah. Vous me suivez ou non? Comme par exemple, comment tu sais que les lingots d'or, ça vaut beaucoup, ça vaut de l'argent? Parce qu'ils sont dans des coffres forts. Pourquoi on ne les trouve pas par terre devant la poubelle? Par contre, les bouteilles en plastique, elles sont jetées. Ne les mets pas dans un coffre fort. Donc les choses que tu protèges ont de la valeur. Donc les choses qui sont inaccessibles ont plus de valeur que les choses qui sont accessibles. Vous me suivez? D'accord. Alors le Gaon de Vilna, il dit, là où le Yetzer Hara t'empêche d'aller, c'est que c'est important pour toi. C'est pour ça que 90% des Juifs n'étudient pas la Torah. Parce que la Torah, c'est le plus important. Parce qu'avec la Torah, tu règles à peu près 160% de tes problèmes. Mais les gens n'étudient pas. Donc ils ont 1800% de problèmes. Donc, il dit la mitzvah, par exemple, de la Hamida. On a une mitzvah de prier, d'accord, tous les jours. Maintenant, l'Hamida, le principal de la prière, c'est l'Hamida. L'Hamida, c'est les 18 bénédictions que tu fais debout devant Hachem. Qu'est-ce qu'elle apprend la Gemara? Ou le Rovdo Bechol Levavchem, vous le servirez de tout votre cœur. Elle dit la Gemara, Ezoi Avoda Shebalev, quel est le service divin qui se fait avec le cœur? Zot Fila, c'est la prière. Donc le principal de la prière, c'est la Kavana. La Kavana, c'est la concentration. D'accord? Alors c'est quoi le Yetzer Hara de l'Hamida? De penser à autre chose. D'accord? Donc, puisque la mitzvah. Donc maintenant, j'ai étudié, j'ai fait des cours sur la Kavana, avec le Rosh, avec le Rashba, avec le Ramban, avec le Harizal, avec le Or HaChaim, avec le Nefesh HaChaim, des tonnes. Mais en vérité, au fond, c'est quoi le principal de la Hamida? C'est la concentration. Comment tu le sais? Parce que le Yetzer Hara, il t'empêche de te concentrer. Facile. Donc, où tu passes 2 ans d'Yeshiva sur ce sujet, ou tu regardes le Yetzer Hara. Ça va? Ok. Le Kriyat Shema, la mitzvah, c'est de lire doucement. Tu dois prononcer chaque lettre. C'est quoi le Yetzer Hara? Dire vite. Tu la vois. Tu te rappelles même plus si c'était au 2e ou au 3e paragraphe. Ouais. T'as la tête qui... Pourquoi? Parce que c'est une mitzvah de lire doucement. Donc, tu fais vite. Maintenant, c'est quoi la mitzvah de couple? Faire 1. Donc, c'est quoi le Yetzer Hara? De faire 2. Maintenant, on n'est pas obligé d'arriver au 2 de la haine. Ouais. Parce que sin A, c'est la haine. C'est la même consonance phonétique que Shnaim, 2. Donc haïr, c'est faire 2. Et Ahava, c'est Gematria Ehad. Donc aimer, c'est faire 1. Maintenant, sans arriver à la haine, sans arriver au mépris, sans arriver à la fracture, sans arriver à la distance, sans arriver à la vie en parallèle, sans arriver à la cohabitation. Tu vois toutes les couches là, les niveaux qui peuvent exister, qui sont toujours pas de l'amour. Ça va? Mais ça, c'est son travail. Maintenant, puisque le Yetzer Hara, il fait ça, et encore une fois, on a dit qu'en même temps, c'est l'obstacle, mais en même temps, ça te montre le chemin. Donc, quand tu sais pas ce que tu dois atteindre, mais tu sais contre quoi tu dois lutter, tu as fait la moitié du chemin. Vous me suivez ou non? D'accord? Donc, quand on réfléchit, toujours, on doit réfléchir dans un couple, dans ce que je fais. Est-ce que ce que je fais, ça nous rapproche, ou est-ce que je fais, ça nous sépare? Est-ce que cette parole-là, elle nous approche, ou elle nous sépare? Est-ce que même cette pensée-là, parce que les gens disent, bon, je pense que ma femme, elle est complètement idiote, mais bon, qu'est-ce que je te dis, cette famille, ils sont tous pareils. Même la pensée, ça pourrit tout.
Ouais, pourquoi? Parce que la pensée, elle est dans la tête, mais dans la bouche, elle va se traduire dans la déception. Et comme tu n'as pas le courage, elle va devenir de l'ironie. Et après, elle va être jeteuse. Mais jeteuse sur quoi? Sur la base de. Alors, quand tu dis à quelqu'un je t'aime, mon amour, quel plaisir de te voir, après tu dis, après quoi? Oh, tu traînes, tu me prends la tête. Mais je comprends pas, t'es le même mec là. T'es bipolaire, t'es quoi? T'es schizophrène. Pourquoi? Parce qu'il y a ta pensée, il y a ta. Donc c'est important aussi ce que tu penses. L'homme ou la femme. Si une femme elle est convaincue que son mari est un brel, c'est pas parce qu'il s'appelle Jacques que ça va être cohérent. Restez concentrés, ne me quittez pas. D'accord? Donc c'est ça l'idée. C'est que toi, tu dois admirer ton mari dans ta tête. Si tu dis, bon, il est idiot, écoute, moi je suis bac plus 9 et lui, il n'a rien fait de sa vie, il est autodidacte. Bon, c'est vrai, il gère 600 employés, mais bon, c'est la chance. Tu crois? Et toi qui as fait HEC major promo, tu n'arrives même pas à gérer un salon de coiffure. Tu dis, ouais, mais je suis nerveuse, il y a trop de social. Ah bon, lequel des deux qui a fait HEC, tu crois? Lui qui gère 600 employés sans avoir été à l'école, ou toi qui étais major promo? C'est dans la théorie, tu es extraordinaire, mais dans la réalité, comment on dit en anglais? Khlet al-denia. D'accord? Donc c'est en vérité ce que tu dénigres. C'est quoi? C'est ce qui te dérange chez l'autre. Ce qui te renvoie ce que t'es pas. Mais encore une fois, pour ne pas voir l'autre comme un étranger qui te dérange, il faut avoir la confiance. Donc ça retourne. C'est pour ça que la confiance, c'est la base. Ouais. Parce que la confiance, elle permet la communication. La communication, communiquer commun comme un. Elle permet la communion. La communion, elle permet la fusion. La fusion, elle crée la solidarité. La solidarité, elle crée l'unité. L'unité, l'amour. Mais en préliminaire à la communication, à la confiance, il y a le chesed, il y a la bonté, comme tu veux ou non. Et la bonté, elle vient de la conscience du manque. Parce que tu ne peux pas apporter à quelqu'un ce qui lui manque et le combler si tu ne sais pas ce qui lui manque. Maintenant, le manque, il génère la bonté, et la bonté, elle génère la reconnaissance. Et la reconnaissance, elle génère la confiance. Et la confiance, elle génère la communication. Donc et c'est un cycle. D'accord? C'est comme tu mets une étiquette sur une roue de vélo, tu suis l'étiquette. Elle suit un cycle. Et après, ça ne s'arrête jamais. C'est l'égoïsme, il cherche depuis 3000 ans le mouvement perpétuel. Mais c'est ça le mouvement perpétuel. Le mouvement perpétuel, c'est donner et dire merci. D'accord? C'est réfléchir et avoir un problème et avoir la solution. C'est avoir une question et avoir la réponse. C'est un cycle. Il y a des gens qui s'arrêtent au milieu. Ils ont un problème, j'ai un problème. Ah non, c'est pas une solution, c'est pas ça. Ils aiment être figés. Mais rappelle-toi, tout ce qui est figé meurt. L'eau stagnante, elle pourrit. La terre qui n'est pas travaillée, elle durcit. La personne qui ne bouge pas, elle attrape des maladies. Le business qui évolue pas, il coule. La voiture qui n'est pas utilisée, la batterie, elle se vide. Le gras de l'huile, il se dépose, il déforme les pistons. Donc la vie, c'est le mouvement. Même Albert Einstein, dont on n'a pas retrouvé les téphilines, il a dit, le secret de l'univers, c'est le mouvement. C'est bien. Ouais. Il faudrait prendre 7-8 heures pour expliquer ça, mais en vérité, c'est dommage pour Albert, parce que c'est écrit dans la Torah, Bechokotai Telechu, dans mes lois, vous irez. Alors qu'est-ce que c'est l'alacha? C'est la loi. Et qu'est-ce qu'on dit dans la prière? Atikre alichot et l'alachot. Ne dis pas déplacement, mais loi. Tu peux m'expliquer pourquoi le mot loi, alacha, il a la même racine que le mot l'alechet, qui veut dire aller, le verbe aller? Parce qu'en vérité, c'est quoi l'alacha? L'alacha, c'est la trajectoire de déplacement d'un juif dans le monde. C'est que les gens, ils sont contents qu'ils ont le GPS. Mais le Shulchan Aruch, c'est le GPS. On a déjà le GPS, nous. Ça fait 3500 ans. T'as vu combien de sadikim on a produit? Eux, ils sont en train de le programmer. Ils savent pas. Communisme, capitalisme, bouddhisme, nudisme. C'est compliqué. Nous, ça fait 3500 ans qu'on fabrique des tzadikim. Il faut bien se rendre compte que dans le monde profane, depuis la création du monde, il n'y a pas eu un seul Rabbi Shimon Bar Yochai. Pourtant, il y en a eu des gens. Il n'y en a pas eu un seul. On a dit, ouais, mais attends, il y a eu des saints. Comme le mec à la plage, il ne sait plus à quel saint se vouer. D'accord? Non. Il dit, c'est ça l'idée. C'est que la personne, elle doit comprendre qu'en fait, elle n'a pas compris qui c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc, elle n'a pas compris non plus qui c'est Rabbi Yochanan ben Zakkai. Donc, elle n'a pas compris non plus qui c'est Moshe Rabbeinu. En fait, c'est le problème, c'est un problème d'ignorance. Ouais, c'est comme si tu prends trois plombiers et tu leur montres des diamants. Le mec, il dit, ah, les éclats de verre, ça peut déchirer les poches. Il y a 6000
comment ça s'appelle les simili-cara, là. Mais ils ne sont pas taillés. C'est ce que tu ne connais pas. Maintenant, est-ce que l'ignorance est une opportunité d'être brel? En grande partie. C'est pour ça que c'est interdit d'être idiot et c'est interdit d'être ignorant. Maintenant, de la même manière que tu ne dois pas être ignorant de la Torah, c'est assourd, tu ne peux pas être ignorant de ton mari, tu ne peux pas être ignorant de ta femme, tu ne peux pas être ignorant de tes enfants. Moi, je vois les gens, je leur pose une question sur leur conjoint, je lui dis la vérité, je ne sais pas, demandez-lui. Vous êtes mariés, hein? Oui, oui, mais vous savez, c'est pas toujours évident, je comprends rien, elle dit zabre, elle fait zabre. Attends, c'est un sujet que tu étudies tous les jours. Tu fais des enfants avec, tu dois savoir quand même, ça fonctionne, non? Tu vois un mec il utilise une machine, il sort des objets magnifiques, et il ne sait pas comment ça marche. Je sais pas, j'ai la vérité, je sais pas. Ça rentre par là, ça sort par là, faut pas me demander, moi, t'es fou toi? C'est impossible. Ah ben, c'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'à chaque seconde, tu dois savoir qu'est-ce que l'autre, elle ressent. Qu'est-ce que ton mari, il pense. Tu sais, même s'il y a 10 000 kilomètres entre vous, on pose une question à l'un, l'autre, il donne la même réponse. Ah, tu dis, mais c'est pas facile, vous savez, on n'a pas la même culture. Ah, on donne colo la liste des incohérences. Mais c'est justement, la différence, elle a été créée pour être éliminée. Donc en vérité, tout le shalom baïd, c'est ça. Le shalom baïd, c'est d'éliminer la différence. D'accord? Maintenant, il y a des différences qui s'éliminent par complémentarité, parce que tu vois que ah bah, c'est exactement le complément. Il y a des différences qui s'éliminent par mimétisme, parce que tu te rends compte qu'en fin de compte, on est pareil. Il y a des différences qui s'éliminent parce que tu as compris que c'est des bêtises. Ça ne veut rien dire. Les faux problèmes. C'est des faux problèmes, ça, c'est de la prise de tête. Ça. Oui, mais je vais me vexer parce que la belle-sœur, parce que... Arrête, chérie, je t'aime, tu sais que tu m'aimes. Alors, laisse tomber. Ouais, mais quand même, hein, ça travaille. Hein, arrête. Va aux toilettes, regarde ce qui sort par derrière, et tu te demandes qu'est-ce qu'on peut en tirer. Et bien, c'est la même chose qui sort par ta bouche. C'est pas grave. Je m'excuse pour l'image, mais je sais que c'est extrêmement gênant. Mais ça, c'est un très grand professeur de philosophie italien qui s'appelait professeur Vasichi. Très, très fort. Très, très fort. Vasichi. Non, c'est l'italien, ça veut dire dégage-toi. D'accord. Mais l'idée, c'est ça. Ça va? Elle n'a pas d'habitude. Ah non, Bruno, il est... Vous avez compris l'idée? Donc c'est ça l'idée. L'idée, c'est que déjà, il faut poser une chose. C'est que moi et toi, on veut faire un. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Tout le reste, c'est des bêtises. Ouais. Maintenant, le problème, c'est que la seule manière de faire un, c'est de fabriquer du nous. Et le nous, c'est l'anti-moi, l'anti-toi. C'est pour ça que je vous avais résumé ça, mais je résume tellement que les gens ils croient que je rigole. J'avais dit, pour créer un amour commun, il faut éliminer 2 amours propres. Alors que les gens, ils disent, non, je vais garder mon amour propre, tu vas garder... À part ça, on va avoir un amour commun. Mais ça ne marche pas. Parce que un, il est antinomique de l'autre. Vous me suivez ou non? Par exemple, la femme, elle accouche pour le mari. C'est que la femme n'a pas de mitzvah d'avoir des enfants. Donc quand la femme accouche, elle crève 9 heures sur la table d'accouchement, le mari, il fait une mitzvah. Il rentre à la synagogue, il va frimer. Et quand le mec, il lui fait, ah, tu dois faire une natte avec des filles, tu vois, alors ça va. Ah, d'accord? C'est bizarre, non? Pourquoi? Parce que la femme, elle veut avoir des enfants. Le mari, il sait combien ça coûte, d'accord? Donc, il a besoin d'avoir une mitzvah que la femme n'a pas besoin, parce qu'elle a le besoin maternel de mettre au monde. Ok. Et la femme, elle a des besoins qui sont détenus par le mari. Donc, c'est-à-dire que l'homme, il a besoin de la femme, et la femme, elle a besoin du mari. La femme, elle a besoin de sécurité, elle a besoin de sérénité, elle a besoin d'amour, elle a besoin de passion. Qui c'est qui lui donne? Le mari. Mais le mari, il est radin en expression d'amour, très rare. Il fait une déclaration maximum par an et souvent d'impôts. Ouais. Et la femme, pourquoi elle a épousé le mari? Pour ça? Qu'est-ce qu'ils s'en fout maintenant? Tu vois, imagine le mec, il est là, en amour. Je te ferai 6 enfants. On recevra ma mère pendant 18 ans. Tu auras 3 lessives par semaine, 3 repas par jour, 17 salades, chaque Shabbat. La femme, elle dit, tu sais quoi, je vais rester célibataire. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je t'aime et je t'aimerai. C'est tout, hein. Elle s'est mariée la femme ne se marie que pour l'amour, c'est tout. D'accord? Le mari, il a besoin que ça soit un peu concrétisé au niveau équatorial, mais la femme, non. Tu sais, le Maharal de Prague, il dit un chidouche
j'ai un défaut, c'est que je dis beaucoup de choses. Et malheureusement, chaque ridouche, il faut oublier celui d'avant. C'est pour ça qu'on enregistre. Les gens malins, ils réécoutent en prenant des notes. Le Maharal de Prague, il dit pourquoi la sexualité chez l'homme, c'est un relief qui sort du corps, et la sexualité chez la femme, c'est un orifice. C'est bizarre, non? Nekeva, c'est féminin. Nekev, c'est un orifice. Pourquoi? Il dit, écoutez le ridouche. Il dit parce que l'homme, il veut l'extériorité de la femme, et la femme, elle veut l'intériorité du mari. Maintenant, la femme, elle est prête à donner son extériorité pour avoir l'intériorité du mari. Et le mari, il est prêt à donner un petit peu d'intériorité pour avoir les qualités morales. D'accord? Donc, mais tu vois cette logique-là. Mais les deux, ils s'imbriquent. C'est vrai, les deux, ils s'imbriquent. Tu sais, ça rentre l'un dans l'autre. C'est une chorma. Ouais. Alors, quand toi, c'est comme si un sauvage qui arrive de l'Amazonie, il voit que la lampe, elle ne marche pas. Il y a un gars, il vient, il prend la prise, il la met dans la prise. Regarde, la prise mâle dans la prise femelle, et le courant passe. Il voit que ça s'allume, il fait « Oh, oh. » Oui, d'accord. Donc, dans l'intimité, on ne fait que reproduire ce qui est censé se passer dans la psychologie et ce qui est censé se passer dans la neshama. Maintenant, quand il n'y a pas d'interpénétration dans la tête, parce que tu ne te comprends pas, parce que tu me saoules, parce que tu m'énerves, parce que tu ne me respectes pas, après l'interpénétration physique, elle est, à la limite, elle est odieuse. Et c'est quoi ce truc-là? Ça veut rien dire. C'est comme si tu prends une prise américaine, tu la mets dans une prise française. Ça marche pas. Tu forces. À la fin, ça passe. Mais t'as vu la gueule de la prise? C'est normal. Tu dis, bah écoute, c'est normal, c'est la vie, hein. Une fois, il y a un gars, il m'appelle. Ça, c'était un sketch. Moi, j'ai pas la télé, donc j'ai envoyé spécial directement au téléphone. Un monsieur comme ça, comme un sketch. Allô, monsieur le rabbin? Je dis oui. C'est vous le rabbin? Oui. J'ai un problème. C'est quoi votre problème, monsieur? Il me dit, ma femme, elle veut pas faire son devoir conjugal. Alors, je vous la passe. Ambiance. Alors, l'autre, elle me répond, allô? Oui, c'est pour la Sedaka. C'est pour le Bet Chabad. Non, c'est... Je sais même pas quoi dire. Je dis, excusez-moi, madame, quel âge vous avez? Quel rapport maintenant? J'ai 76 ans. Ah, je peux passer votre mari, s'il vous plaît? Je dis, monsieur, excusez-moi, monsieur, mais quel âge vous avez? Il m'a dit 84, pourquoi? Et alors? Je dis, mais écoutez, j'ai pas compris. À 84 ans, vous voulez que j'explique à votre femme que... Oui, quelle façon de voir? Pourquoi je fais pas le kidouche, moi? Alors, je sais, vous savez, c'est une chose que vous devez susciter le besoin de... Oh là là, arrêtez votre baratin, là. C'est une halakha ou c'est pas une halakha? Comme ça. T'as compris l'ambiance? Tu dis, dommage, je suis pas mort la veille. Ouais, mais c'est ça. Mais c'est ça l'idée. C'est ça l'idée. Que les gars, 70 ans de vie commune, ils n'ont toujours pas compris la manière de faire. Alors qu'en vérité, c'est que du bonheur, c'est que du plaisir. Pourquoi? Parce qu'on fait un dans la tête, on se comprend. On fait un dans le cœur, on se ressent. Plus on se comprend, plus on se ressent. On fait un dans le corps. Mais l'unité du corps, c'est pour catalyser, c'est pour concrétiser l'unité du cœur et l'unité de l'esprit. C'est pour ça que dans l'halakha, on est obligé de parler ensemble, d'être bien, avant de commencer à faire des choses physiques, c'est normal, parce que sinon on est des animaux. C'est quoi ces manières? Et c'est pas seulement parce que ça se fait pas ou parce que c'est pas joli, c'est parce que les enfants qui vont naître, ils vont être fonction de cette unité de l'esprit et de cette unité du cœur. Parce que si tu réfléchis bien, il y a des éléments qui viennent de l'homme, des éléments qui viennent de la femme. Il y a une espèce de greffe qui va se faire. Maintenant, la greffe, elle ne marche pas toujours. Quelqu'un, il prend la peau de quelqu'un, il va la greffer dans le dos d'un autre. Ça ne prend pas forcément. Pourquoi la greffe, elle va prendre là? Après, il y a les composants. C'est-à-dire qu'il y a des composants chimico-spirituels, psychologiques dans la semence de l'homme et chimico-spirituels, psychologiques dans la semence de la femme qui vont se mélanger. Après, quelle proportion? Après, les éléments qui viennent de l'homme et de la femme, comment ils vont se mélanger de manière harmonieuse? Par exemple, la force d'affirmation et la structure mentale, elle vient du mari. D'accord? Et la créativité, la sensibilité viennent de la femme. Ils ont intérêt à être harmonieux, les deux. On dit, si un homme, il pense, Chas v'Shalom, à divorcer de sa femme, et il va avec elle, l'enfant, il va divorcer de la Torah. Pourquoi? Parce que comme il était en rejet d'elle, et que dans la symbolique cosmique, Hachem, il a épousé les Bnei Israël. Ouais. Simchat Libo. Et le Matan Torah, c'était le mariage. Et qu'est-ce qu'il a donné, Dieu, pour le mariage? Il a donné la Torah. Donc si la femme, elle représente le peuple d'Israël,
et que Hachem il représente l'homme, et que l'homme il a donné la Torah. Donc si un homme il pense à se séparer de sa femme, il donne pas la Torah. Donc l'enfant l'a pas reçu. Donc après à 15 ans, il dit laisse-moi tranquille avec ton judaïsme de merde. Toi tu comprends pas. Tu dis bon à l'époque je l'aimais pas, mais ça j'ai évolué. Eh ben, va récupérer tout ce que tu n'as pas eu en inné, tu vas le faire en chinour, en éducation. Donc ça veut dire que la Torah elle a à peu près 20 000 ans d'avance sur le CNRS. J'exagère peut-être 30 000, d'accord. Mais c'est ça. Ça veut dire que c'est d'une précision atomique. C'est que le Ramban, il dit que la semence de l'homme, elle est faite de la même nature que le sang, et de la même manière que le sang, il est constitué d'éléments extrêmement petits, et que chaque élément contient toutes les caractéristiques des membres de la personne porteuse de ce sang, et de cette semence. Alors, je rappelle pour les gens qui viennent d'adhérer au club, qui ne sont pas des auditeurs de Nabila, que ça s'appelle l'ADN. Tu peux m'expliquer comment le Ramban, en 1114, il parle de l'ADN? Parce que Sod Hashem l'Ireav, le secret d'Hachem, il est à ceux qui le craignent. C'est que le Ramban, c'était le doyen de la faculté de médecine de Montpellier. Quand vous allez à Montpellier, vous allez à la faculté de médecine, à l'entrée, il y a la statue du Ramban, un rabbin. Maintenant, la faculté de médecine de Montpellier, c'est la seule faculté dont le diplôme est accepté aux États-Unis sans équivalence. Pourquoi? Parce que c'était la première université médicale d'Europe au Moyen-Âge. Or, cette faculté, elle avait une caractéristique, c'est qu'il fallait parler hébreu pour suivre les cours. Pourquoi? Parce que tous les enseignants, c'était des rabbins. Tu peux m'expliquer comment les rabbins qui n'avaient pas le droit, d'après la halakha, de faire l'anatomie, ils pouvaient t'expliquer comment c'est l'intérieur du corps? Sod Hashem l'Irav. Le secret d'Hachem, il est à ceux qui le craignent. Mais là, je te dis, je suis dans l'ADN maintenant. C'est pas seulement que tu dis, bon, le nez, il est au milieu de la figure, que pour respirer, tu absorbes de... Ouais, c'est loin, 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 loin. Donc quand les Chachamim, ils te donnent un sujet, et que tu sais que la semence, elle est constituée à 99% de la pensée, et que la pensée, c'est l'essence de l'être. La pensée, c'est pas le mouvement cognitif que tu développes entre tes deux oreilles. Non, c'est ton essence. Ouais. Donc ton essence, elle est inscrite dans la semence. La semence, la tienne et celle de ta femme, c'est pas la même. Mais il faut créer un espèce de pont électrique qui va faire la jonction entre les caractéristiques de l'un et de l'autre pour que l'enfant y reçoive un mélange harmonieux pour qu'il soit normal. Donc tout le shalom bayit en fin de compte, ouais, de se comprendre, de se faire plaisir, de réfléchir, de se mettre à la place de l'autre, c'est pour faire la fusion, la communion, l'unité. Mais l'unité des volontés, eh ben, elle fait l'unité au niveau macroscopique, l'homme, la femme, c'est l'unité des volontés, mais au niveau microscopique, c'est l'unité entre le spermatozoïde et l'ovule. Pour que les caractéristiques au niveau chimico-divin, ils se fassent de manière harmonieuse pour que l'enfant, il sorte normal avec les caractéristiques féminines et masculines nécessaires pour faire un homme et pour faire une femme. Alors tu vois qu'on travaille en aveugle. C'est comme les agents secrets, on leur apprend à démonter des armes avec les yeux fermés. Ouais, parce que le mec il est dans le noir, maintenant il faut démonter, il faut remonter. Maintenant tu travailles en aveugle. Bah, de la même manière, tu fais du Krav Maga ou je sais pas quoi, des sports de combat. Ouais, t'as compris le mouvement, tac, 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 tac. Allez, répète-le 10 000 fois. Parce qu'au moment où tu arrives devant le mec qui sort le couteau, t'as pas comment te réfléchir, attends. D'abord attrape le poignet, baisse-le, tire-le vers le bas. Allez, un coup dans les parties, un coup sur la tête, un coup derrière C'est trop tard, t'es déjà mort, baba. Donc ça devient l'automatisme. Cet automatisme-là, par des milliers d'entraînements, il s'inscrit quoi dans quoi? Dans ton corps? Non. Dans ton conscient? Non. Dans ton subconscient. Maintenant, tout ça pour vous dire, 53 minutes quand même, que de la même manière qu'on travaille la réalité pour développer le conscient, et qu'on travaille le conscient pour développer le subconscient, vous me suivez? Et bien, de la même manière, l'homme et la femme, ils doivent travailler leur couple conscient pour développer leur couple subconscient. Je traduis. Quand on s'est investi, qu'on s'aime et qu'on fait plaisir à l'autre et tout ça, on va développer des niveaux d'intuition qui sont spécifiques au couple. Par exemple, toi, tu es au travail et tu penses 3 à 4, 5 fois à ta femme. Tu l'appelles, elle te dit « Oh là là, pourquoi tu m'appelles maintenant ?» Je ne sais pas, j'arrête pas de penser à toi. Elle te dit « Écoute, la grossesse, elle s'est arrêtée. Il y a une fausse couche, 2 mois de grossesse. » Mais toi, tu pensais à elle, mais elle avait mal. Mais elle ne voulait pas te déranger parce qu'elle respecte ton travail. Elle respecte, elle a yeshiva en train d'étudier, elle ne voulait pas t'appeler. Mais toi, tu as pensé à elle. Dis-moi, tu as pensé à elle dans le conscient? Non. Tu as pensé dans le subconscient.
Maintenant, si tu as atteint ce niveau-là, ça veut dire que votre niveau de solidarité, il n'est pas seulement de écoute, c'est ma femme, je suis obligé. Il n'est pas seulement du bah écoute, c'est un devoir moral de faire ce qui est nécessaire. Non, c'est que c'est plus fort que ça. Ça y est, c'est fini. C'est Ishtok et Goufo. Quand tu tapes là, l'autre main elle sent, le cerveau il est au courant. Donc si vous êtes un seul corps, ça veut dire que le travail de greffe, il a été fait. Mais si vous êtes encore dans une logique, écoute, moi je sais pas, moi elle pleure, écoute, je sais pas pourquoi, d'accord? De toute façon, toute la famille, c'est tous des pleureuses. Le père, je t'en parle pas, c'est même le seul homme qui pleure, on appelle le seul pleureur, d'accord? Alors moi c'est une famille de dépressifs, laisse tomber. Attends, mais une femme, elle pleure pas pour rien. D'accord, c'est pareil, ton mari, il est nerveux, je sais pas, il y a une raison, il y a quelque chose, non? Il est déçu, il est énervé, là. Ah non, il me saoule, il me prend les nerfs. Je sais pas, bon, c'est vrai que je le pique, c'est vrai que j'ai une bouche de feu, c'est vrai que dès qu'il rentre, je le fracasse, je l'assomme, je le détruis, je lui envoie 54 textos rien que dans l'ascenseur. Mais c'est tout. Et puis je crie, mais j'oublie vite. Ouais, mais lui, il a toujours peur. D'accord? Non, ça veut dire qu'on est même pas, on n'a même pas le recul de dire, mais ce que je génère, ce que je fais, ça génère. Action, réaction. D'accord? Comme les gens me disent, ah mais qu'est-ce qu'on fait avec une femme laxative? C'est une femme qui facilite le transit. D'accord? Elle t'appelle ou quand t'es là, ah, qu'est-ce que tu fous là, va travailler, paresseux. Après quand t'es pas là, ouais, t'es jamais là, tu me laisses seul avec les gosses, tu me saoules, tu me prends la tête, tu me fais pas plaisir, tu m'aimes pas, tu m'emmènes pas en vacances, c'est pas la Range Rover que je voulais, c'était la Aston Martin. Enfin, des femmes qui ont des petits besoins, tu vois, des... Alors, moi je voulais changer la voiture de ma femme, parce qu'elle est de 2003. À chaque fois qu'ils nous arrêtent, les collectionneurs, ils nous arrêtent, je dis arrête, c'est honteux. Ils nous avaient, vous l'avez volée au musée Toyota, j'ai fait non. Elle me dit mais elle est bien, elle roule, elle marche. Moi je l'aime bien, c'est ma petite voiture. Elle est contente. Hanina. Mais elle me dit ah, pourquoi ma femme elle est laxiste? Laxative, ça veut dire, vous avez compris. Pourquoi elle génère chez moi le. Je dis parce qu'elle ne se sent pas aimée. Une femme, quand elle ne se sent pas aimée, elle a besoin d'être rassurée sur ton amour. Donc en fait, elle te fait suer pour que toi tu lui dis mais non, mais je t'aime. Ah voilà, c'est ce que je voulais. Donc qu'est-ce qu'ils font les gens malins? Avant qu'il y ait des difficultés de transit, ils font ce qu'il faut. Vous suivez ou non? Donc quand tu donnes sa dose d'amour, parce qu'elle c'est une droguée, elle reçoit son amour, mon cœur, ma vie, ma douceur, mon bonheur, ma joie, elle est bien. Le mari il veut du respect, donne-lui. Bravo pour ce que tu fais, je suis fier de toi. Ah, fais-moi de nouveaux produits. Ah, vous êtes lancé là-dedans. Ah, ça me fait plaisir. Alors, explique-moi, c'est quoi la future stratégie? Ah, il est bien placé le magasin. Fais-lui plaisir. Ah, dis, je m'en fous, moi qui me donne l'argent. Je m'en fous, moi, j'aime faire. Moi. Tu l'as gagné comme ça, que je m'en fais. L'argent cachère, l'argent pas cachère. Oh là là, moi, tu m'amènes la lumière. Parce que tu vends des panneaux ou que tu me réchauffes. Parce que tu fais de l'ISO. Qu'est-ce que je m'en fous, moi? Moi, ce qui compte, c'est le cash. Je veux voir les billets. À dollar melech, à dollar malach. À dollar imloch le olam vaed. Ouais. Non. L'homme, il se nourrit de kavod, de respect. La femme, elle se nourrit de sentiments. Alors que chacun, il donne à manger ce que l'autre, il mange. C'est idiot. Non, mais c'est complètement idiot. C'est comme si un bébé de 15 jours, tu sais, tu le laisses avec le père. Bon, chérie, je vais faire les courses. Hein. Tu n'oublies pas le biberon. Le mari dit, attends, qu'est-ce que je vais lui faire un biberon? Attends, il est de chez nous, c'est un vrai Tunisien, il aime la viande. Je vais lui faire une côte de bœuf de 600 grammes. Le mec, il fait la côte de bœuf, tac, sur le feu, à la hache, comme ça, tac. Il essaye de le mettre dans le biberon, ça rentre pas, il met directement dans la bouche du bébé. La femme, elle dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Ben, il mange. Voilà, moi, j'ai fait une côte de bœuf pour moi, j'ai fait la même chose pour lui. On est même pareil, mais il a 15 jours, ce petit-là. Il peut pas manger une côte de bœuf. Vous sentez la débilité, non? Oui, non? Sinon, il faut consulter. D'accord? Donc, de la même manière, la femme ne se nourrit pas de la même chose que le mari. Donc donne-lui à manger ce qu'il mange. Donne-lui ce qu'il mange. Il veut du respect, il veut de l'admiration, il veut être adulé. Donne-lui. Ah, tu dis non, pourquoi? Ça veut dire quoi? Il va se prendre pour qui? Il va se prendre pour quoi? Il va être comblé. C'est pas femme, ta femme, elle veut ça. Elle veut des preuves d'amour, elle veut des sentiments, elle veut des petits mots, elle veut des câlins. Voilà, c'est ça qu'elle veut. Pourquoi elle t'a épousé? Pour faire la lessive? D'accord? Ah, tu dis bon, ça va, j'ai pas la tête, c'est bon, on est mariés depuis 15 ans. T'as pas compris, l'animal, il mange ça toute sa vie. Ouais, la femme, toute sa vie, c'est ça ce qu'elle a besoin. Bah donne-lui. Non. Et regarde le Yetzirah, l'entêtement. Attends, elle a la carte bleue, elle a qu'à se faire plaisir. Non, mais de toute façon, tu sais les vacances qu'on fait. Tu sais, je l'ai emmené aux Maldives. Ok, mais t'as passé 15 jours à faire du poker avec tes copains. C'est ça les vacances. Elle dit oui, mais je comprends. Ben oui, mais on n'a rien à se dire. On est là comme ça, tous les deux. Mais c'est pas normal que t'as rien à te dire. Vous n'avez rien à vous dire.
Ben non, tu sais que c'est la même Neshama jusqu'à la fin des temps. C'est-à-dire, oh la baba, c'est la même. Tu dis, c'est pas possible. Déjà tu dis pourvu que je meure 10 ans avant pour avoir un peu de temps libre. Bon, c'est du l'humour ashkénaze, vous pouvez pas comprendre. Mais l'idée, c'est ça. Ça veut dire qu'on arrive dans une génération, pour moi, hein, qui est tellement débile qu'on est obligé de dire des choses évidentes. Est-ce que je veux dire ou non? C'est qu'on est obligé de donner des conférences de choses évidentes. Parce que c'est évident. Comme si le bon sens, c'est devenu un hidouche de la Kabbalah. Ouais. Alors c'est très intéressant parce que les gars, il va te faire un raisonnement de folie sur la Guémara, mais il frappe sa femme. L'autre, il va t'expliquer les sphirotes, mais il la trompe. Tu dis, vous n'êtes pas un peu décalé de la réalité? D'accord? Alors les jeunes, ils fument, enfin ils broutent, ouais, de l'herbe. Les autres, ils planent. Tu dis, mais il n'y a personne qui est dans le réel. Et la Torah dit le Sforno là-bas sur le pasouk Eke Ashereke, Hachem Oev et Ametsiout. Hachem, il aime la réalité. Hachem, il aime la réalité. D'accord? Maintenant, il y a la réalité basique, parce qu'on est des gens normaux, on est dans le monde réel, et il y a la réalité profonde, c'est-à-dire le fait que la réalité, elle est le relief de Dieu, et que chaque réalité, en vérité, elle va te donner le relief d'Hachem qui est caché derrière la réalité. Vous me suivez ou non? C'est comme un être invisible, vous ne le voyez pas. Mais si vous le couvrez de peinture, vous le voyez. Donc tous les reliefs, ils vont apparaître avec la peinture. Et bien la réalité, elle est le système qui fait apparaître Dieu. Donc quand tu regardes la réalité, quand tu regardes la nature, quand tu regardes l'intervention divine, tu vois Dieu. Sinon, il est invisible. Maintenant, toi, de la même manière, tu dois être capable, tu travailles dans le visible pour atteindre l'invisible. Ça s'appelle un environnement. C'est comme Windows. Windows, c'est un environnement virtuel. Donc, tu as un bureau, ça s'appelle Windows, puis dessus, tu as des icônes. D'accord? Quand tu cliques sur l'icône imprimante, l'imprimante, elle se démarre. Comment? Parce qu'il y a un champ électrique qui va envoyer des impulsions 0,1, 0,1, 0,1. C'est quoi 0? Dieu n'existe pas, 1, Dieu existe. Il n'existe pas, existe, il n'existe pas, il existe, il n'existe pas. Ah, ça se termine, il existe, hop, elle marche l'imprimante. Dans la vie, c'est pareil. Maintenant, la réalité s'appelle Alma di Shikra. C'est un monde de mensonges. Mais on s'en fout, pourquoi? Parce qu'on doit avoir une action réelle dans un environnement virtuel. Vous comprenez pas? Par exemple, le travail. Ouais, c'est virtuel. Là, les mecs, les deux, ils ont le même magasin. D'accord? Ils vendent le même produit. Mais il y en a un, il a une approche, il a un truc, il a un contact, il a un chinois, il a un truc, il fait 1 milliard. Et l'autre, il est là, il attend que les clients y rentrent et il demande du scotch pour fermer les cartons. Pourquoi? Alors, l'environnement, c'est des repères. Maintenant, pour que tu puisses te déplacer dans le monde invisible, parce que c'est le monde invisible qui compte, ouais, tu as besoin des repères. Comme les gens qui travaillent dans la bourse. La bourse, c'est quoi la bourse? C'est la loterie nationale. Tu mets les spécialistes, il travaille, il est broker, troqueur, floqueur, cloqueur. Tu dis, mais tu réfléchis, le mec. Là, il a fait un petit aller-retour, là, sur une action. En 2 jours, il a pris 600 000 euros. Si toi, comment tu vas vendre de pizza pour faire 600 000 euros? Tu vas t'user les bras jusqu'ici. Je sais pas, le mec, il l'a senti. Il comprend, il voit, il analyse les courbes. Ouais. Donc, en vérité, la bourse, c'est une tendance. Mais la tendance, c'est invisible. Mais l'usine, elle est réelle. Quand tu dis une action, elle a perdu 10%, mais c'est pas possible. Ils ont déjà 30 milliards d'actifs en usine, en produits, en trucs. Comment ça peut perdre 10% en 2 jours? 10% de 30 milliards, ça veut rien dire, parce que c'est une tendance. La tendance, c'est de l'invisible, mais l'usine, elle est visible. Donc en vérité, il y a une sagesse de pouvoir fonctionner dans l'invisible en passant par des repères visibles. Ça s'appelle l'économie. Ça va? Ok, c'est pareil. La psychologie, c'est pareil. Quand tu dis, bon, voilà, il fait pipi au lit, il se mange les ongles, il tremble, il n'arrive pas à prendre la parole en public. Ok, bon, il n'a pas confiance en lui, donc il avait un père qui avait une très forte personnalité, et puis sa mère, elle n'a pas non plus encouragé, donc le gars, il est mal dans sa peau, tout ça. Tu dis, mais vous me parlez de l'invisible, alors que moi, je vous ai donné des symptômes dans le visible. Eh ben oui, c'est ça la vie. Eh ben, le visible, c'est l'environnement Windows. C'est-à-dire que le bon Dieu, il a créé l'environnement Windows. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On doit apprendre à travailler dans l'invisible, en utilisant le visible. C'est pareil, tu prends les tefilines, c'est du cuir. Ouais, avec des écritures. Tu le mets sur toi. Mais ta imuna, c'est quoi? C'est que dans les mondes supérieurs, ça fait des actions. Tu rentres dans le mikvé, c'est un bain. Tu rentres impur, tu sors pur. Ouais.
Tu t'es jamais posé la question depuis que tu te trempes, comment ça se fait? Si je suis impur, je touche un truc, ça devient impur. Si je rentre dans le mikvé, comment ça se fait que le mikvé ne devient pas impur? Mziana. Ouais. C'est bien. Au moins, t'es pas une adepte de Nabila, t'as un cerveau. D'accord? Donc, il paraît qu'ils ont fait des recherches, ils n'ont pas trouvé de cerveau. Pour maigrir, elle a dit tiens, je vais enlever un truc. Bon. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que, tu vois ça, c'est ça, toute la religion, c'est de fonctionner dans un monde visible, d'accord, pour faire fonctionner un monde invisible. Ça va? Maintenant, comment on se déplace? Donc la halacha, c'est des repères que tu as dans le monde visible, parce que ça c'est du pain, on te dit c'est quoi du pain, et toi tu vas faire motzi. Mais tu crois que tu fais motzi pourquoi? Pour pouvoir manger du pain. Tu fais motzi parce qu'à l'Pikabala, on va t'expliquer que ça et ça et ça et ça a des retombées là-bas dans les mondes supérieurs. Mais toi tu as fait motzi, c'est une bracha. C'est une fois, il y a... Je ne veux pas te déformer. Ah oui, il y a un Chabad qui est parti en... Je sais pas où là-bas, chez les moines, au Tibet ou je sais pas quoi. Et puis bon, il a été là-bas pour essayer de ramener des Israéliens qui partaient là-bas pour apprendre des sciences occultes. Et puis ils ont été là, ils étaient devant un moine, devant un temple tibétain, et il y avait des moines là-bas. Ils sont très très spirituels, les mecs qui mangent un bout d'algue par semaine, c'est-à-dire ils sont complètement dématérialisés. Et puis ils se concentrent sur des sons, ils s'échappent de leur corps. Non, c'est vrai, c'est réel. Si, ils font de la lévitation, tout ça. La lévitation, ça veut dire que ta masse corporelle, elle est annulée par ta concentration. Je ne sais pas si tu comprends. C'est-à-dire comment ta pensée, elle peut soulever 80 kilos. Donc il faut arriver à... Ça existe, non? C'est vrai. Moi, oui, non, moi j'avais un ami qui avait fait une école de lévitation en Suisse. Il m'a dit ça. Il m'a dit, lui, il a vu des gens comme ça, 1 mètre du sol. Sans vitamine. Hein. Alors, c'est pas grave, c'est pas des choses... Tu sais, quand Yaakov Avinu, il a soulevé une pierre qu'il fallait 12 mecs pour la soulever, c'est un truc qui est pas normal. La Gemara dit, il y a un rave, il était dans un bain. Et les bains, c'était quoi? C'était un parterre en pierre, et en dessous, il y avait des feux. Et il y avait des piliers qui soulevaient le parterre. Et puis le parterre, il s'est écroulé. Donc les gens, ils tombaient. Et son serviteur, il s'accrochait à lui. Un deuxième, il s'accrochait. Un troisième, à la fin, ils étaient 400. Tu peux me dire comment un gars, il peut porter 400 personnes? Tu dis, oui, je suis sceptique. C'est pour ça qu'on a créé les antiseptiques. D'accord? Rabbi Eliezer, quand il a nommé les 5 rabbinim qui allaient être les grands d'Israël, Rabbi Akiba, Rabbi Meir et tout ça, lui, il avait 70 ans. Ils sont arrivés à un régiment romain. Et c'était interdit de nommer un rave. Il leur a dit, allez-y, je vais les retenir. Maintenant, lui, il avait 70 ans, ils avaient 25 ans. Ils sont partis, lui, il les a retenus. Comment il les a retenus? Il s'est planté. Ils sont venus, il lui a dit, c'est toi qui as nommé les rabbins? Il a dit oui. Ils étaient 400. Le premier, il a planté un pieu, une lance. Il n'a pas bougé. Le deuxième, le troisième, le quatrième. Il est resté debout avec 400 lances. La Gemara a dit à la fin, il était comme de la viande hachée. Mais il est resté debout. Pourquoi? Parce que un corps, tu le transperces. Mais une volonté, tu ne peux pas la détruire. Et lui, il était 99% volonté et 2% corporel. Qu'est-ce que tu vas faire avec ta lance? Le fer, il touche quoi? Vous me suivez ou non? Et tu dis, ouais, mais c'est des niveaux... Ouais, en vérité, c'est faux. Un homme, on a vu des gens qui se sont sacrifiés pour leurs femmes, pour leurs enfants, qui ont été capables de rentrer dans la chambre à gaz pour sauver quelqu'un d'autre, qui se sont jetés sur une grenade pour sauver leur copain. Et voilà ce qu'il a fait, le gars. C'est que son idéal, il est plus grand que sa réalité. D'accord? Ah, tu dis, mais c'est des niveaux. Oui, parce que ça leur arrive une fois dans la vie, et eux, c'est leur constance. C'est les tzadikim, c'est leur constance. Mais le fait que ça puisse exister, c'est réel chez chacun. Et ben, c'est exactement pareil. Le couple, de la même manière, il va travailler sur du réel. Encore une fois, faire le repas qu'il aime, et faire une caresse qui lui fait plaisir, et lui acheter sa robe, et l'emmener en vacances, et toi, tu lui fais son truc, et tu lui repasses ses chemises, tu ranges la maison. Tout ce que tu fais, c'est dans le réel. Ce que tu crées dans le réel, ça crée une communion dans le virtuel, dans le conscient des deux, qui est caché. Mais ça, et tout ça, ça crée un lien dans le subconscient du couple. Vous me suivez ou... Voilà. Ça veut dire que de la même manière, au niveau du moussa, qu'une personne, elle doit s'éduquer à développer chez elle l'adulte qui s'occupe de l'enfant. Toi, tu vas te conduire comme un enfant, d'accord? Tu t'énerves pour des bêtises, tu te prends la tête, tu as la haine. À la fin, tu dis arrête de faire le CON, réfléchis. Ah, tu dis ok, maintenant le gars qui réfléchit, c'est pas le gars qui fait le CON. Donc, en fait, tu as un enfant superficiel,
et au-dessus, tu as un adulte. Maintenant, plus tu augmentes le niveau de maturité de l'adulte pour qu'il puisse gérer l'enfant. D'accord? Donc l'enfant, c'est l'impulsif, et l'adulte, il dit, attends, réfléchis avant de parler, réfléchis avant de signer. D'accord? Donc maintenant, qu'est-ce que tu as fait? Tu as développé un intérieur mature qui s'occupe du gamin qui est en toi. C'est ça, Pirkei Avot. Im en ani li. Si je ne suis pas pour moi. C'est-à-dire qu'il y a le ani et il y a le li. Il y a le moi pour moi. Donc il y a le moi qui me donne à moi le pouvoir de devenir moi. Maintenant, je vous dis la vérité, les trois quarts des gens, ils n'ont même pas développé le deuxième. Donc ils font tout en superficiel, ils sont tout en épidermique. Ils sont tout, tu m'énerves, j'ai pas la tête, j'ai pas envie de réfléchir, c'est trop difficile. Et comme le moi intérieur n'est pas développé, et que le vide n'existe pas, donc c'est le Yetzirah qui a pris la place. Donc le Yetzirah, il est à l'intérieur, et toi, tu es un corps. Donc toi, c'est une voiture télécommandée, et lui, il tient la télécommande. Nerveux, embêtant, chiant, menteur, lourde, hystérique, bête, psychorigide, et toi, tu... Après, tu dis, stop, réfléchis. Mais c'est bien, c'est pas bien. Ah, tu me prends la tête, tu me saoules. Il protège. L'homme, il protège sa connerie. C'est extraordinaire. Tu défends quoi? Tu défends quoi? Parce que c'est pas toi. La preuve, c'est qu'après que tu l'as fait, tu dis, c'était plus fort que moi. Je n'étais pas moi-même. Ouais. Mais les mots ont dépassé ma pensée. Mais bien sûr que je t'aime, mais bien sûr, mais c'était des mots méchants, mais c'est pas ce que je voulais dire, et j'ai pas trouvé les mots. C'est-à-dire qu'il y a un mec dedans qui vit ta vie à ta place. Donc t'es pas obligé de faire tes chouvas. Mais va voir un psy, baba. Parce qu'un tel niveau de distance entre le moi que tu es censé être et le moi que tu es, c'est un vrai problème. Moi, j'ai dit aux gens, je dis, vous n'êtes pas obligé d'être religieux, mais vous ne pouvez pas être des SON, parce que tu vis pas ta vie. Pourquoi ils font une dépression à 40 ans, les mecs? Parce qu'ils se réveillent, ils disent, mais attends, j'ai jamais été moi-même, j'ai pas vécu ma vie. D'accord? Je l'ai épousée parce qu'elle était là. J'ai fait ses études parce que mon copain m'a dit que c'était bien. J'habite ici parce que c'est pas loin de mon travail. J'ai acheté la maison parce qu'on m'a dit que c'était un bon placement. J'ai acheté la voiture parce qu'il faut que j'en ai besoin pour me déplacer. J'ai fait des enfants parce que c'est une maladie cyclique. Donc il n'a rien choisi, le mec. T'as rien choisi, quoi. Alors à 40 ans, burn-out. Ouais, c'est pas la vie que je voulais. J'ai envie de vivre autre chose. J'ai envie d'être moi-même. Ça veut dire que pendant 39 ans, tu étais dans le coma. Alors tu vas chez un spécialiste et tu vas essayer de mesurer ce qu'on appelle le taux de FDG, c'est-à-dire le taux de foutage de gueule. Oui, parce qu'il y a un moment, religieux ou pas, il faut se poser les bonnes questions. Monsieur, oui ou non? Toi, tu dis, je l'aime plus. Non. Je crois que tu n'as jamais appris à l'aimer. Toi, tu dis, je veux divorcer. Évidemment, il faudrait que vous soyez mariés. Toi, tu dis, les enfants, je ne les voulais pas. Tu vois, je te donne pas une semaine sans eux. Tu vas devenir cinglé. Toi, tu dis, j'ai envie de vivre ma vie. Toi, dans une semaine, tu vas crier son nom. Tu vas dire, ah là là, j'ai besoin d'elle, j'ai besoin de lui. Arrêtez de faire les CON, arrêtez. Vous vous aimez, ça se voit. Seulement, la tour, elle est magnifique. L'écran, il est magnifique. Mais il y a un problème de connexion. Et dans connexion, il y a action. Vous comprenez ou non? C'est comme le mec qui appelle l'outline de la FNAC, qui dit, je comprends pas, j'ai acheté un ordinateur à 17 000 €, soi-disant Pentium 24, 6 cartes mères, d'accord, une mémoire vive de la marque FIFA, d'accord? Très vive, ouais. Et ça marche pas, il n'y a rien sur l'écran. Puis au bout d'un moment, le mec, il lui parle, on fait ça, on dit ça. Au bout d'un moment, il dit, attends, excusez-moi, parce que je m'excuse de poser une question tellement idiote. L'écran, il est branché sur la tour? Non. Moi, je croyais que c'était Wi-Fi. J'arrive. Ouais. Je croyais que c'était Bluetooth. Non, je sais. Ça a l'air débile. Ouais. Mais les gens, ils sont pas branchés. Mais quand on n'est pas branché, les informations, elles passent pas. Après, on se comprend pas. Après, il y a les malentendus. Après, il y a les nerfs. Après, il y a la distanciation. Après, il y a la légitimité de la distanciation. Après, il y a la haine. Après, il y a la rancune. Après, il y a le mal-être. Après, je pourrais pas oublier tout ce qui s'est passé. Après, je sais que c'est pas lui, je sais que c'est pas elle. Et c'est son Yetzirah, ok. Mais tu sais ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai souffert. Après, il y a la culture de la victimisation. Après, il y a l'intégration du phénomène du cotel. Ça veut dire que tu te prends pour le mur des lamentations. D'ailleurs, quand les gens te voient, ils ont envie de mettre un bout de papier dans le nez. Tu dis, je sais pas pourquoi. Ouais. Tellement tu représentes les lamentations. Et quand tu dis à la personne, écoutez, la vérité, moi, les quelques dizaines de milliers de couples, moi, j'ai pas votre expérience. Mais les trois quarts, après que tu les as écoutés pendant 6 heures, parce que c'est fatigant. À la fin, tu dis, écoutez, la vérité,
votre histoire, c'est 99%, c'est du Yetzirah. Yetzirah, c'est pas un Belzébuth, la Vérode, la Touma, détends-toi. Non, le Yetzirah, c'est celui qui t'empêche d'être toi-même, c'est t'empêche de grandir, c'est qui t'empêche d'assumer, qui fait que tu ne travailles pas tes midotes, tu ne travailles pas tes nerfs, tu ne travailles pas ton intelligence, tu ne donnes pas du temps. C'est ça son travail à lui. Maintenant, comment tu peux faire un bilan négatif d'une situation dans laquelle tu étais à 90% absent? Donc la question, elle est, comment peut-on être stupéfait des résultats d'un travail non effectué? Ça va? Depuis tout à l'heure, vous êtes dans le contre-jour, j'arrive pas à voir votre tête, mais Non, vous, ça va, mais c'est lui. Il est en plein dans la lumière, c'est compliqué. Ça va, c'est clair? Je sais pas, il s'énerve, il pleure, il me maudit, je sais pas. Donc l'idée, c'est quoi? C'est que Baruch Hashem, vous savez, avec les couples, j'ai 98% de résultats positifs. Bon, des fois, il y a 5%, c'est le divorce, parce qu'il y a des fois, c'est une misva. Mais après, vous dites, pourquoi il n'y a pas 100%? Parce que 100%, c'est ceux qui avaient un adultère, mais qui ne m'ont pas dit. Donc ils trichent, là. Ils viennent soi-disant en rendez-vous, mais en vérité, ils ont où aller. Mais les autres, ça ne veut pas dire que je vais faire des rendez-vous. Hein. Ne cherchez pas à me joindre pour un rendez-vous de couple, je ne fais pas. J'ai fini, je suis au repos, je suis à la retraite. Ouais. Mais c'est pour dire que les trois quarts des gens, ça se termine en disant, regardez, si vous étiez venu il y a 20 ans, et qu'on avait fait un programme, et que vous auriez travaillé, on ne serait pas là aujourd'hui. Vous suivez ou non? Parce qu'en vérité, c'est quoi la logique de la causalité? C'est que quand tu prends le problème à son origine, tu évites la dégénérescence. Quand tu ne le prends pas à son origine, tu subis la dégénérescence. Maintenant, la question, elle est de savoir, est-ce que ça vaut la peine de donner la chance quand on voit le niveau de dégénérescence? Ouais. Ben, c'est comme un enfant. Un enfant, il s'est planté. D'accord, il a déconné pendant tout le primaire, 6e, 5e, 4e, 3e, il délirait. Mais tu sens qu'il est intelligent, tu sens qu'il a un potentiel, mais il fait le clown, il fait le spectacle dans la colle, et puis maintenant, il s'est moqué de la prof de maths, donc sur tous les conseils de classe, elle le fracasse, il a vexé le surveillant général, donc il a la haine. Tu dis, écoute-moi bien, on va déménager à Carcassonne, personne ne te connaît là-bas, tu rentres dans une nouvelle école, ils ne savent pas quitter. Viens, on démarre tout à zéro, viens, on oublie tout. Et tu viens avec... Il n'y a pas d'a priori sur toi. Tu démarres. Ça s'appelle en français tourner la page. Des fois, les gens, quand tu leur proposes, ils disent, et si on déchire la page? Moi, je dis toujours, JH2, c'est une formule, ça veut dire jeune khmar au carré. Là, tu sais ce que tu quittes. Tu sais pas ce que tu vas avoir. Là, tu as l'expérience de ce qu'il fallait pas faire. Donc, tu sais ce qu'il faut faire. Maintenant, ces bases-là, il y a beaucoup d'erreurs. Encore une fois. Mais en vérité, tu t'es engueulé avec le Yetzirah de ton mari. Toi, tu t'es engueulé avec le Yetzirah de ta femme. Les deux, vous vous êtes fait avoir parce que vous avez été manipulés par un brel. C'est comme si deux personnes y sont escroquées et au lieu de s'en prendre à l'escroc, ils s'en prennent à l'associé. Tu dis, mais nous deux, on était nia, on était bien. On a pris un troisième, il nous a mélangé les comptes, il nous a vendu les parts, il nous a truqué, il nous a embourbé. Alors, maintenant, on va s'engueuler les deux. Engueule-toi avec l'escroc. D'accord? Ben, c'est exactement pareil. Le Yetzirah, lui, malheureusement, tant que tu n'as pas pris la distance avec lui, c'est-à-dire qu'au niveau personnel déjà, quand tu n'as pas pris la distance, c'est-à-dire que tu n'as pas développé un moi qui est assez indépendant pour ne pas le subir, naturellement tu t'identifies à lui. C'est pour ça que les gens quand ils font du mal, ils disent je fais ce que je veux. Ouais. Et après quand ils se font attraper, ils disent c'était plus fort que moi. Je comprends pas, mais t'es brel ou quoi? Si c'est toi, assume. Pourquoi tu dis la vérité, je regrette et j'aurais jamais dû. Pourquoi si c'est toi, assume. Tu veux être un khmar, mais sois khmar jusqu'au bout. Tu veux être un rachat, mais sois rachat jusqu'au bout. Non, les enfants ils sont malades, ils se mettent à pleurer. Je pense sur moi, je vais faire de la zaka, je vais faire Shabbat. Pourquoi? Mais continue, va jusqu'au Guéinam. Va les prostituer, voilà la drogue, voilà l'embrouille, voilà le meurtre. Tout est ouvert devant toi puisque tu as choisi la khara. Ah, tu dis non, mais au fond, je suis quelqu'un de gentil. Alors si c'est quelqu'un de gentil, choisis le bien. Oui, mais c'est difficile parce que j'ai des tendances, je suis attiré par ça. Oui, ou la nouvelle mode, c'est mais c'est pas ma nature, c'est ma nature. J'ai une nature. Comment il va chez moi? J'ai une nature coléreuse, j'ai une nature dangereuse, j'ai une nature méchante, j'ai une nature tordue. Je dis, mais si vraiment tu fonctionnes devant la nature, pourquoi tu vas voir un rabbin, va voir un vétérinaire? Il va comprendre le genre de fauve ou de bovin. Ouais. Donc t'es pas dans la nature, tu es au-dessus de la nature. Comment on appelle au-dessus de la nature? Surnaturel. Comment ça s'appelle surnaturel? La religion. La religion, c'est des outils pour aller contre ta nature. Alors si toi, tu es là pour subir ta nature, parce que les psychologues, ils disent que tu es un chien évolué, alors mets un collier et aboie. Tu dis non, je ne suis pas un chien évolué. L'homme, c'est pas la fin du cycle naturel.
Non, eux, ils disent qu'on descend du singe. Maintenant, chacun, il décide d'où est-ce qu'elle vient, sa famille. Ouais, mais... Non, c'est vrai, après, dans quelle branche tu travailles, c'est compliqué. Ça. Donc, mais l'idée, c'est ça. L'idée, c'est de dire, en vérité, au fond, et c'est ça que les gens ne comprennent pas, parce que des fois, il s'est passé 5 ans, des fois, il s'est passé 10 ans, des fois, il s'est passé 20 ans. Mais quand le travail n'est pas fait, le résultat n'est pas là. Moi, par exemple, de ma petite expérience, d'accord ? C'est comme si je te donne un menuisier, un ébéniste. Je lui dis, fais-moi une commode en merisier. Le mec, il dit, écoute, moi, je m'occupe pas du bois. Achète le bois, je te fais ce que tu veux. Il va chez un marchand de bois, il achète le tronc de merisier, un beau tronc. Il a payé 3000 €, c'est du merisier qui vient de Galapagos, Khaladad, un truc spécial. Il l'amène. Le mec, il dit, il n'y a pas de problème. Bon, restez là, comme ça, où il n'y a pas d'embrouille. Tac, il le met dans la machine, il casse l'écorce, il taille 8 planches. Elle a dit, c'est bon, monsieur. Avec ça, vous venez dans 2 mois, vous aurez la commode en merisier, top niveau, 7000 €, mais vous allez voir, elle est spéciale. Oh, le mec, il dit, ok. Et puis, il vient au bout de 2 mois. Donc, ah oui, le téléphone, il dit, alors, où est-ce qu'on est ? Et non, on a la 6e couche de vernis, monsieur. Ah bon ? Oui, on a taillé les morceaux, on a taillé les pièces, on a poncé, on a truqué, on a mortaisé, je sais pas quoi, on a fait le montage, après on a fait les tiroirs, on a fait le truc, après on a fait les ponçages, 17 ponçages, après on a fait premier vernis, deuxième vernis, on est au 8e vernis. Vous allez arriver, vous allez voir, elle est une lumière, mettez des lunettes noires parce qu'elle est c'est incroyable, une luminosité comme ça, un laqué brillant de haut niveau vernis. Bon, il arrive, il veut voir la commode, ouais, ce qui s'appelle Buffett, Warren, très connu. Bien que lui, il n'est pas très commode. Mais bon. Et il voit les planches. Le mec, il dit, je comprends pas. Il dit, où on en est alors ? Il dit, on en est au vernis, monsieur. Dans une semaine, vous êtes livré. Mais le mec, il voit les planches. Vous me suivez ou non ? Donc moi, c'est mon sentiment. Quand ils viennent me dire, Rabbi Chitri, ça fait quand même 15 ans, mais il y a 4 enfants, et vous savez tout ce qu'on a fait. On a vu le psychologue, on s'est battu, on a fait des tentatives, on va au mikvé, on mange cachère. Je dis, mais je vois les planches. Je vois les planches, la communication, des planches. La solidarité, des planches. La compréhension, des planches. La reconnaissance, des planches. La gahava, des planches. Donc, qu'est-ce que tu es en train de me dire que vous êtes au vernissage, alors que moi, je vois les planches ? Donc, l'idée, c'est quoi ? C'est travaille et tais-toi. Travaille. Parce que les gens, qu'est-ce qu'ils font ? Avant, ils sont inconscients. Après, ils sont interculpabilisants, c'est la faute des autres, et après, ils sont désespérés. De toute façon, il n'y a plus rien à faire. Vous croyez que j'ai encore la force à mon âge de... Je dis, vraiment, t'as plus la force ? Il me dit, oui. Je dis, alors meurs, maintenant. Comme ça, on garde un bon souvenir. Vous savez, les morts, on dit toujours le bien, on ne dit pas le mal. Alors le mec, il dit, mais je veux pas mourir. Je dis, bah tu vois, déjà, tu vas mieux. D'accord ? Donc, ça veut dire qu'on est condamné. D'accord ? Si Chazvé Shalom, un enfant, il a une tumeur très mal placée, et que les médecins ils te disent, écoutez, il n'y a rien à faire, et qu'il y a un gars, il vient et te dit, écoutez, j'ai un collègue à Boston qui a un nouveau protocole, ça coûte 80 000 $, c'est pas remboursé, mais il y a une chance, 50% de chance. Qu'est-ce que tu fais ? Tu prends ton fils et tu l'emmènes là-bas, ou tu dis, écoute, mon fils, tu vas mourir, c'est trop cher. T'es trop cher, tu vas mourir. Non, tu payes et tu l'emmènes. Ah, peut-être une chance sur 2, c'est ton rôle de parent, endette-toi. Et l'enfant, il meurt, et tu continues à payer, et tu dis, j'ai fait ce que j'ai à faire. C'est normal ? Ok. Bah, c'est exactement pareil. Maintenant, au lieu de sauver ton fils, tu dois sauver ton couple. Qu'est-ce que tu vas dire ? C'est trop difficile, j'ai plus la patience, et vous savez pas ce que j'ai vécu. Jamais, j'oublierai, jamais. Rabotaille. Faites-moi plaisir. Moi, je le dis souvent, mais vous savez que les gens ne comprennent pas, mais j'ai beaucoup d'humour, mais je rigole jamais. Il y a quelqu'un qui m'a appelé, il s'est arrêté le YouTube. Comment on fait ? Il faut le relancer ? Il faut aller sur Windows. Pas de gros mots. Ah, ça. Il faut que je le relance, je crois. C'est quoi, c'est sur YouTube ? Ouais. Comment lancer ? Mais comment je l'éteins et je le rallume ? Non, c'est pas grave. De toute façon, j'ai le film. Ça va ? Sauvé par le gong. En restant poli.
Il me fait ça, lui. Regarde le Satan. Le bon don. Exactement. T'as vu le Satan, ce qu'il fait? Ouais. Au moment le plus important, il t'envoie le missile. C'est bien. Allez. C'est un kiff comme ça pour rester longtemps avec eux. Je suis marié, Baba. Moi aussi. Le voilà là. La chance. Bon. Bon, je sais pas ce qu'il a, lui. Il s'est arrêté. Lui, je regarde si vous êtes en ligne. Ouais, regarde. Mais je vois qu'elle est figée, l'image. Puis il tourne, il me cherche. Il va me trouver, hein. Bon, de toute façon, ça fait 1h25. Donc là, vous êtes à la limite de la saturation. Et là, qui prie pour que je m'étouffe. Non, vous n'êtes pas en direct. C'est ça. Alors, je sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Enregistrer, annuler. Sinon, je l'éteins et je recommence. Le mieux, c'est à mon avis de l'éteindre et de le remettre. Moi, je suis dessus, j'attends, je regarde si vous êtes dessus. Arrêter. Même pour arrêter direct, il veut pas. Il fait chaud, hein. Bon. Attends, parce que je sais même pas. Ouais. Tu vois comme ça. J'ai tout, moi, c'est la sono qui saute, un chien qui rentre dans la salle, la lumière qui saute. Quand le Satan il voit que tu vas trop loin, qu'il est en train de perdre des clients, il dit Il faut le laisser faire son métier. Il est en train de perdre des clients, Satan. ah ouais, Il faut le laisser faire son job. et il tourne. Bon, je le laisse. Bon, ça fait Vous rien. n'êtes pas en direct. Hein. Ouais, je sais, je peux rien faire. Et là, quand vous l'avez éteint, ça ne s'allume pas. J'ai même pas réussi à enlever le YouTube. Peut-être que vous n'avez plus Internet, peut-être aussi. Peut-être qu'il a été déconnecté d'Internet aussi. Ah bon? Mettez-vous en mode avion et revenez. Ouais. Mettez-vous en Là, mode. il y a 4G, là, il y a marqué 4G. Ouais, même peut-être mettez-vous en mode Mettez-vous avion. en avion et remettez-vous en mode. Alors, attends. Mode avion. Annuler. Je crois qu'il y a un vrai problème. Oh, c'est pas grave. Ça fait, de toute façon, j'ai l'enregistrement. Donc maintenant, c'est ça que je voulais vous dire. C'est ce que je voulais vous dire. C'est que, encore une fois, fort de ma petite expérience, les 3/4, le travail n'a pas été fait. Maintenant, où on dit, écoute, cet enfant, il rentre dans une nouvelle école, il y a un nouveau protocole de chimio, et le couple, si à l'époque on avait fait le travail, on n'en serait pas là aujourd'hui. Et en vérité, il ne faut pas trop avoir de la peine du temps perdu et des erreurs faites. D'abord, numéro un, parce qu'il y a quand même une certaine expérience qui a été acquise, et on apprend de ses erreurs, d'accord, premièrement. Et deuxièmement, c'est aussi le fait que le Rav Saadia Gaon, il dit un chidouche extraordinaire. Nous, on croit qu'un homme, il fait des avérotes, puis après, il fait teshuva, puis après, il refait des avérotes. Alors, il croit, il dit, comme j'ai fait des avérotes, la teshuva d'avant, elle ne vaut plus rien. Mais après, il refait teshuva. Il dit, le Rav Saadia Gaon, lui, c'était avant les Rishonim, avant le Rambam et tout ça. Il dit que chaque teshuva qui est faite, elle a une valeur en soi. Vous suivez ou non? Chaque teshuva, elle a une valeur en soi. Ce que tu as fait, c'est bien. Après, il y a des avérotes, c'est un autre compte. Et après, il y a une teshuva, c'est un autre compte. Oui. De la même manière, un couple, en vérité, si on est encore vivant, si on est encore là en face de l'autre, si on est en bonne santé, c'est qu'il y a toujours quelque chose à faire. Après, toi, tu t'étonnes que, genre, faut redémarrer. En vérité, c'est toi qui as compris l'inverse. Toi, tu as compris que la vie est un long fleuve tranquille. Alors qu'en vérité, la vie, c'est une série de diapos. Ouais. La vie, c'est des redémarrages. Ouais. Tu vois, c'est comme ce que tu as fait avec un enfant. Bah, tu vas tout bien le faire avec l'autre. Après, tu dis, ah non, je ne vais pas me prendre la tête avec le cadet. Déjà, toute l'énergie que j'ai mis dans l'aîné. Mais t'es vrai ou quoi? C'est un autre gosse. Eh bien, toi, les strates de ton couple, en vérité, c'est des autres couples. Parce que c'était un couple de gamins. Après, c'était un couple de post-adolescents. Après, c'était un couple d'adultes. Après, c'était un couple qui a fallu créer la société, ou un couple qui ont fait l'ALIA, ou un couple que chacun il s'est soutenu dans les études, parce qu'on s'est marié en première année. Maintenant, toi, donc on est encore un autre couple. Ouais. Après, il y a eu un enfant, Hadvé Shalom, qui a eu des difficultés, donc on était solidaires. Après, on a voulu acheter la maison, donc on a bossé comme des fous pendant 10 ans. Donc, tu vois, tous ces moments-là, toutes ces opportunités qu'on a eu de créer de la communion, eh ben, c'est des autres histoires. Donc, en vérité, la vie, c'est une série de redémarrages. Donc, qu'est-ce que les gens y font? Ils démarrent.
Hop, la voiture elle s'arrête, il dit, c'est quoi, je jette la voiture. Pourquoi tu jettes la voiture? Ouais. Une fois comme ça, il voulait divorcer. Je lui dis, mais tu sais combien elle coûte la voiture? Une grosse BM là, 130 000. Maintenant oui, mais elle fait un bruit, elle fait tac 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 tac. J'en ai marre. Je fais, tu sais quoi? Ce tac tac là, ça s'appelle un réglage des culbuteurs. D'accord? Ça coûte 300, 400 euros. Sur une voiture à 130 000, vas-y, tu vas, tu payes 300 euros, le mec il traîne, t'entends plus rien. Tu sais ce que c'est? Moi je connaissais un garage à Bruxelles, il me disait, si tu trouves des vieilles Mercedes d'1 million de kilomètres, je les prends. Ça, elles se finiront jamais, celles-là. Le mec il achetait des voitures de 600 000 kilomètres, il les retapait, il les envoyait en Russie. Les mecs ils roulaient avec 3000 ans. Ouais, parce qu'elle ne peut plus rien avoir. Après un kilométrage, elle ne peut plus. Donc c'est l'inverse. Donc toi tu dis, ouais justement, mais ça fait déjà 20 ans que j'attends, c'est trop difficile, vous ne la connaissez pas. Mais tu sais que c'était du Yetzara, tu sais que vous étiez des ignorants, tu sais que vous étiez les deux des Améaretzim, tu sais que toi tu étais un gamin, qu'elle c'était une gamine, tu sais que vous étiez influencé par les parents, tu sais que vous n'étiez pas autonome, tu sais que vous étiez deux cons. Alors qu'est-ce que tu veux tirer des conclusions pour l'avenir? Que tu veux brûler l'avenir? Mais non, au contraire, t'as déjà fait le plus gros du travail en vérité. D'accord? Et maintenant vous êtes en maturité, et maintenant vous allez vous poser, et maintenant vous allez faire le travail. Alors faites-le. Faites-le. Et il y a des gens intelligents, ils donnent la chance. Et il y en a, non, les psychorigides. Ils disent, non, j'arrive pas à oublier, c'est trop difficile. En vérité, c'est la dernière étape du Yetzirara. Parce que tu sais, quand quelqu'un, tu le mets en porte-à-faux, tu le mets en situation, entre guillemets, de danger existentiel, ça veut dire que la personne, elle est remise en cause et qu'elle doit se prendre en main. Ouais. Donc qu'est-ce qu'elle fait par exemple? Elle accuse. Et puis après, quand tu arrives par des détournements à la mettre en situation de bon, quelle est votre part? Elle dit ah non, alors si c'est ça, de toute façon vous ne me comprenez pas, vous avez pris le parti. En vérité, pourquoi? Parce que la vraie vie, c'est le rendez-vous avec soi-même. Donc en vérité, ta femme, elle te donne rendez-vous avec toi-même, ton mari te donne rendez-vous avec toi-même, vos enfants, ils te donnent rendez-vous avec vous-même, les autres, ils vous donnent rendez-vous avec vous-même, le bon Dieu vous donne rendez-vous avec vous-même. Et après vous avez rendez-vous avec Dieu. Mais quand tu vas pas au rendez-vous, Baba, à quoi ça sert d'aller voir les résultats d'examen si tu es reçu, puisque de toute façon, tu n'étais pas à l'examen? Maintenant, tu peux donner 1 million de raisons pourquoi tu n'étais pas. J'étais malade, j'avais pas la tête, c'est de sa faute, tu m'as pas laissé, mon stylo il marchait pas, moi j'ai pas eu la chance d'avoir des papiers Clairefontaine. Arrête. T'as vu Victor Hugo, il a écrit 20 millions de pages, t'as vu sur le papier qu'il avait. Ça, tu t'en sers même pas pour t'essuyer tellement tu vas te rayer le derrière avec. Ouais. Et lui, il a écrit 20 millions de pages. Toi, tu as des papiers de malade, des stylos de malade. On l'attend le premier poème. On l'attend. On l'attend. Allez, Blineder, dis Blineder. Le Ksot HaChoshen, il a écrit le commentaire du Ksot HaChoshen sur le Shulchan Aruch. Mais c'est du génie de chez génie. Ouais. Et ben, lui, il dormait avec l'encre sur lui, parce que comme il faisait moins 10 chez lui à la maison, l'encre, elle gelait. Donc il dormait avec l'encre pour pouvoir écrire. Toi, tu as un stylo qui gèle jamais, bien que c'est du gel. Ouais, c'est marqué gel. Mais où il est ton hidouche? Tu as écrit sur le prix Megadim. Je connais pas, je croyais que c'était une marque comme Max Azria. Mais non, c'est prix Megadim, c'est un commentaire du Shulchan Aruch. Ouais. Donc ça veut dire à Botaï qu'en vérité, le désespoir est inutile. Parce que le désespoir, c'est les gens qui veulent mourir de leur vivant. Maintenant, on va tous mourir. Je sais, Hazvé Shalom, Simsilenu, tout. Ouais. Mais pourquoi tu veux mourir de ton vivant? Parce que quand ça sera mort, ça sera mort. Mais avant d'être mort, c'est pas mort. Maintenant, le problème, c'est que quand c'est pas mort, ouais, la seule manière de le rendre vivant, c'est de mourir pour. Vous me suivez ou non? Donc si tu tues ton orgueil, si tu tues ta rancune, si tu tues ta victimisation, si tu tues ta rancœur, si tu tues tes nerfs, si tu tues ton désespoir, parce que la seule manière de retrouver l'espoir, c'est d'arrêter d'espérer dans son désespoir. Donc tu tues ton désespoir, tu retrouves l'espoir. Et on y va. On y va. Ouais, c'est comme l'enfant, il n'a rien foutu. Il te dit, papa, j'ai déconné, j'ai menti, j'ai pris l'argent des cours particuliers, j'ai fumé des joints, j'ai acheté des motos. Je dis, voilà, je vais me mettre au travail. Vous savez, papa, je te jure sur la tête de... Mais moi, 3 mois Academia, vous partez en vacances, moi je vais bosser l'année prochaine. Je t'en prie, dis au directeur que je passe dans la classe supérieure. Je vais le faire. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu me dis, non, tu m'as menti toute l'année, je te plante encore. Non, tu crois, c'est ton fils. Alors pourquoi tu donnes la chance à ton fils, tu ne donnes pas la chance à ton couple? Et ça, c'est les cas extrêmes du bout de la terre, de devant la tombe. Ouais. Alors quand on est avant, que Baruch Hashem, ça va bien, qu'on s'aime et tout ça, ouais. Moi je dis toujours, mais il vaut mieux entretenir un truc qui marche que de réparer un truc qui est cassé.
C'est pour ça que je suis choqué des gens qui viennent quand c'est foutu. Pourquoi t'attends la dernière minute? Mais quand il y a le feu, t'essayes d'éteindre. Quand t'arrives pas, t'appelles les pompiers. Non. Non. Chez nous, on n'appelle pas les pompiers. On se débrouille tout seul. On raconte pas notre vie. Ok, mais tu vas même le plus grand médecin du monde. Il te dit où t'as mal. Tu dis, je dis pas, pourquoi je paye alors? Donc tu vas trouver quelqu'un en qui tu as confiance, qui est intelligent, qui a du bon sens et qui a un petit peu d'aide divine. Tu lui expliques ton truc, il va t'aider et puis après vous travaillez. Vous suivez ou non? Il faut pas avoir peur. Moi j'ai vu des... Avant, la vérité, moi, quand les gens ils m'appellent pour divorcer, je réponds pas parce que j'ai vu des cas tellement gros, tellement durs, tellement violents, tellement de mensonges, des gardes à vue, de la prostitution, des adultères. Une fois un couple, ils avaient de l'argent grâce à Dieu. Chacun il a mis un contrat sur l'autre. C'est qu'ils ont payé des Turcs 5 000 € chacun pour que le mec il aille tuer l'autre. Et ils sont arrangés. D'accord? Les Turcs ou... Après il a fallu les payer pour qu'ils enlèvent le contrat. Ouais. Non mais c'est pour dire que c'est jamais foutu. Donc c'est pas dur de sauver un couple. Ce qui est dur, c'est de sortir de sa lourdeur. Parce que les gens, ils confondent, écoute bien, ça c'est vrai, c'est violent. Les gens, ils confondent obstination et détermination. Pourquoi? Parce que les gens, ils espèrent, mais ils ne font pas ce qu'il faut. Le jour où ils désespèrent, ils appellent ça une décision. Donc après, ils s'obstinent dans ce qu'ils croient être une décision. Mais ce n'est pas une décision. Ouais, c'est de l'obstination. Et l'obstination, elle n'amène pas de solution. Donc les gens, ils sont rassurés par le fait qu'ils sont obstinés. Mais en vérité, ce n'est pas une décision. C'est comme si il y a Chaim et Myriam. Alors, Myriam, mon amour, tu es là? Oui, je suis là, chérie. Et toi, Chaim, tu es là? Oui, je suis là. Comment on va faire, mon amour? Ben, il y a un mur de 10 mètres qui nous sépare. Oh, comment on va faire? 10 mètres, oh, 10 mètres, oh, 10 mètres, oh là là, comment on va faire? Elle dit, voilà ce qu'on va faire, chérie. Toi, tu vas creuser de ton côté, moi, je vais creuser de mon côté, on va se rejoindre. Oh, mon amour, quelle intelligence, quelle chorma. Oh là là, tu tiens de ta mère. D'accord. Donc, et ils creusent. Ils sont épuisés. Ils n'ont plus de force. Ils vont mourir. Donc, l'homme, il a fait beaucoup d'efforts. La femme, elle a fait beaucoup d'efforts. Mais ils ne les ont pas fait en phase, ni en face. Donc, ils sont à 10 cm de la solution, mais ils sont épuisés. Vous suivez ou non? Donc, c'est pour ça que si on n'a pas le bon sens, ou la Torah, ou l'éducation, eh bien, il faut prendre un modèle, il faut prendre un accompagnateur, il faut prendre un médiateur, il faut prendre un... Je comprends pas, les gens, ils prennent un GPS. Ils ne prennent pas un GPS pour leur couple. Moi, avec ma femme, on a parlé des millions d'heures. Pour l'éducation, on avait tellement peur. On a lu tous les bouquins qui existent en français. Après, on a lu même des bouquins goy sur avant la maternelle, comment ça se passe, les messages à faire passer. Parce qu'on avait peur. On avait peur. On dit, bon, écoute, ils grandissent. Oh, tu confonds l'élevage et l'éducation, toi. Oui. C'est-à-dire que tu te documentes, tu cherches. Non, les gens, non. Ils travaillent, ils mangent, ils dorment, ils vont aux toilettes, ils font des bébés, ils grandissent voir des plantes. Après, ils viennent, ils disent, ouais, tu sais, c'est pas ce que je croyais, c'est pas ce que je voulais, c'est pas ce que je disais. Moi, des fois, même moi. Mais tu sais, grave, on a écouté, ma femme, elle a écouté votre cours, ça fait la merde dans notre couple. Je dis, avant, ça se passait très bien. C'est sûr, un mec, tant que tu lui dis pas qu'il a pas le cancer, qu'il a le cancer, lui, il croit que c'est des symptômes normaux. Donc, en vérité, c'est vrai, la question. C'est est-ce que tu dois réveiller les gens en leur proposant des solutions, ou tu les laisses dormir et qu'ils meurent tranquillement? C'est ça la question. Ouais, comme un enfant. Tu vois qu'il a un grand potentiel. Tu le bouges, tu l'encourages et tout ça, ou tu dis non, écoute, ce qui devient, il devient. Partout une plante verte, il pousse. Ouais. Un âne, il part par là, il part. Ah, il y a des ravins, s'il tombe, Mina Shamaï. Non, tu le préviens. Tu dis écoute, mon fils, fais des maths, fais de la physique, elle dit va à l'Yeshiva. Il dit je veux pas à l'Yeshiva. Bon, fais de la gestion, fais quelque chose. Rien. Non. Tu vas le laisser Ahmad. Alors, quelle différence de t'occuper de ton fils, t'occuper de toi, travail personnel, t'occuper de ton couple? Il n'y a pas de différence. C'est pour ça que je dis souvent, quand vous êtes les deux en train de vous prendre la tête, toi, vous faites arrêt sur image, stop. Comme ça, les deux, tu prends la télécommande, tu appuies stop. Après les deux, vous sortez, vous vous désincarnez de vos deux corps, vous vous rejoignez comme ça, et vous regardez les deux brels en train de s'engueuler. Vous dites, tu le connais ce con là? Tu dis, je sais pas. Et l'autre, allez, c'est une têtue. Hein. Oh là là, qu'est-ce que t'en penses? Oh, on se perd la tête avec des bêtises. C'est-à-dire, ça s'appelle la projection, le recul. Ce qui va se passer dans 3 semaines. Le problème, c'est les 3 semaines de perdu, plus les dégâts collatéraux,
plus la ramma et la rancune développée par le fait que ça soit mal passé, sur la base de rien, puisque de toute façon c'est un malentendu. Maintenant, quand tu as développé, encore une fois, ce couple matière, ce couple réel, tu as développé ce couple conscience, comme j'ai dit, la personne, il y a la conscience. Après, tu vas développer le couple subconscient. Vous me suivez ou non? Ça va? Le couple subconscient, c'est ce que j'ai dit. Ta femme, elle n'est pas bien, tu le ressens. Ton mari, il n'est pas bien, tu le sens. Tu pries pour lui, tu l'aides, tu l'encourages. Lui, il se sent que... Moi, par exemple, depuis 35 ans, je donne des cours. Donc, j'ai une certaine assurance. Tu me crois que je ne pars pas à un cours si ma femme, elle me dit pas Slacha? Déjà, je prie parce que c'est marqué dans le Pele Yoetz qu'un darshan, celui qui enseigne, il doit prier avant de... Après, les gens disent, il y a des résultats, ils font tes cheveux. Mais c'est pas moi, c'est la prière. Et pareil, ta femme. Ouais, elle, c'est pareil, elle veut faire quelque chose, elle me dit, je vais faire ça, je dis, Aslach Haraba, Hashem, il va t'aider. Il faut la bracha. L'homme, il a besoin de la bracha du mari, la femme, elle a besoin de la bracha de la femme. C'est-à-dire, c'est un point de solidarité. Il y a solidarité spirituelle, solidarité intellectuelle, solidarité financière. Tu dis, écoute, chérie, en ce moment, c'est difficile, essaye de faire un peu attention. Ah non, le nouveau Chanel est sorti, 25 000 euros, je le paye. Mais on n'a même pas de quoi payer le loyer. Ah, démerde-toi, moi, c'est comme ça, je retourne chez mes parents. Donc, c'est une solidarité. Dans tout, c'est pareil. Dans la vie, c'est pareil. J'ai mal au dos. Tu peux me masser? Appelle le kiné. C'est pas grave. Après, tu t'étonnes qu'il est parti avec le kiné. D'accord? Mais. Donc, vous avez compris qu'en vérité, dans le couple, il y a 3 règles. Première règle, ne jamais perdre espoir. Deuxième règle, de faire le travail personnel, c'est-à-dire de travailler ses midotes, et pas à cause ou grâce à l'autre. Toi, personnellement, tu dois travailler. D'accord? Tu dis pas ma femme, mon mari, non. Moi, j'ai 59 ans, je travaille ma patience, je travaille mes nerfs, je travaille ma réflexion, je travaille mon recul, je travaille ma finesse, tous les jours. Ça, c'est ton travail personnel, tu dois le faire. Alors, si le Rav, il le fait, Kalva Hamor, le Hamor, il doit le faire. Bon. Et troisièmement, c'est qu'il ne faut pas essayer d'éduquer l'autre. Toi, tu fais ton travail, l'autre, elle fait son travail. Chacun fait son travail. On n'est pas des cinglés, on n'est pas des malades. Maintenant, quand les deux, ils font leur travail, ouais, alors à ce moment-là, on va prendre cette énergie positive qu'on a développée personnellement, cette expertise, d'accord? Et on va la mettre pour le couple. D'accord? Donc, le niveau 1, c'est moi pour toi, toi pour moi. Le niveau 2, c'est nous deux pour le couple. D'accord? C'est comme moi, j'ai 20 000 euros, toi, tu as 20 000 euros. Tu vas, on fait du business ensemble. Il dit, ok, on crée une société anonyme. Pourquoi? Viens, non, c'est toi et moi. Non. Société anonyme. Donc, on met l'argent dedans. On travaille dedans, on évolue dedans. On gagne dedans, on perd dedans. On gagne pour nous deux. On perd pour nous deux. Sinon, rends-moi mon argent. Ah, t'as vu, c'est moi qui ai payé la maison. Bah, évidemment, parce que l'argent, il sortait de chez toi. Mais moi, j'ai travaillé aussi pour les dépenses de la maison. Comment c'est toi qui as payé la maison? Ils arrivent à des non-sens comme ça. Pourquoi? En vérité, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de solidarité. Pourquoi s'il n'y a pas de solidarité? Parce qu'il n'y a pas de couple. Donc, il faut fabriquer de la communion. Donc, la communion, c'est le couple. Et le couple, c'est ni toi ni moi. Donc, quand on fabrique du ni toi ni moi, c'est quoi le ni toi ni moi? Tu dis, mais si ni toi ni moi, c'est personne. Non. Le ni moi de l'égoïsme et de l'individualité, le ni toi de l'égoïsme et de l'individualité, ça crée le nous qui est ni toi ni moi, comme la société anonyme. C'est ni toi ni moi. Oui. Parce qu'en vérité, l'union, le couple, c'est une entité qui dépasse nos individualités. Mais tous les problèmes, si tu regardes bien, c'est des problèmes d'individualité. Ah, parce que moi, mais c'est mon argent, mais de toute façon, je me suis vexé, susceptibilité. Après, tu parles mal à ma mère. Écoute, on est mariés tous les deux, maintenant ça suffit. Ah, mais je t'avais dit qu'on passerait toutes les fêtes jusqu'à la mort avec eux. Ça y est, ça fait 17 ans qu'on est mariés, on peut passer à autre chose, non? Ah non, c'est comme ça, c'est chez nous dans la famille, c'est comme ça. Mais combien de belles filles qui se sont suicidées? Bon, il y a 7. Avec toi, ça fera 8. D'accord? Donc c'est des choses normales. Faut moduler, il faut avancer, il faut évoluer. Dans tout, c'est pareil. L'argent, comment on fait avec l'argent? Ouais. Quand les gens, ils n'ont pas beaucoup d'argent, ils s'engueulent pour l'argent. Quand ils ont beaucoup d'argent, ils s'engueulent pour l'argent. Tu dis, un jour, il faut arrêter. Tu dis, moi, je me rappelle au début du mariage, ma femme, grâce à Dieu, elle avait une capacité extraordinaire. Je lui ai dit, écoute, moi, je t'ai connu, j'avais 1500. Je dis, voilà, il y a 1500 francs, ma chérie. 1500 francs, voilà. Tu divises par 4, débrouille-toi. 4 enveloppes, 4 semaines. Voilà, on mange. Maintenant, si tu arrives à trouver 300 francs
pour faire des kiffs, fais-le, moi je m'en fous. Mais on mange. Mais c'est pas que 1500 francs, tu vas acheter 1300 francs de Tupperware parce que tu es tombé sur une affaire. Il y a une réunion Tupperware. Ouais. Et après, on met quoi dedans? Maintenant, ou tu fais la logique de gamine. Écoute, tu comprends rien, t'es malade, t'es idiot, t'es inconscient. Tu dis non, non. Responsabilité. Tu sais quoi, voilà. C'est toi la maman, vas-y, gère. Moi, tu veux que je fasse le Dvar Torah? Non, tu vas pas te moquer de moi pendant que je fais le Dvar Torah. Tu vas me dire c'est des bêtises. Moi, je fais le Dvar Torah, je suis le Rav, je fais le Dvar Torah. Toi, tu gères la maison, gère la maison. Voilà, responsable. Allez, on est tous des adultes. D'accord? Et ça se passe très bien. Pourquoi? Tu sais pourquoi? Écoutez bien. Parce que la confiance, elle amène la bracha. Donc en vérité, c'est pas la femme qui gère, c'est pas le mari qui gère, c'est le bon Dieu qui gère. Mais il faut la confiance. Parce que tu bloques, tu enlèves la prise. Je dis mince, le téléphone il se charge pas. Mais oh merde, il est débranché. Ah, il est débranché. Ouais. Donc c'est ça l'idée. L'idée qu'il faut être dans une dynamique de travail tout le temps. C'est pas grave. Maintenant, ce qui est marrant, c'est que les gens, avant de commencer, ils sont déjà fatigués. Parce qu'ils n'ont jamais travaillé leur couple. Et quand tu leur dis, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Moi, je donne des programmes. Une semaine sur la communication, une semaine sur la bonté, une semaine sur la reconnaissance. Maintenant, vous écoutez le cours et après toute la semaine, vous devez travailler dessus. Comme du coaching. Ouais, maintenant, quand ça s'appelle coaching, les gens, ils écoutent. Mais quand c'était Moussard, les gens, ils écoutent pas. Genre, les rabbins, qu'est-ce qu'ils comprennent? le rabbin, il a soigné ton coach, abruti. D'accord? Mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on est dans une dynamique. Maintenant, je vous donne le secret. C'est pas ce que tu vas apprendre dans le cours qui va t'aider. C'est que c'est une opportunité de travailler. Et c'est le travail qui sauve. Vous avez vu, non? Parce qu'il faut travailler. C'est comme la pâte. Plus tu la travailles, plus elle est bonne. Tu dis, voilà, j'ai mis la farine, j'ai mis l'eau, j'ai mélangé. Alors on met au four. Ah non, il faut pétrir. Il faut pétrir. Il faut pétrir. Il faut pétrir. Je suis fatigué, c'est comme tu veux. Après tu dis, ah mais c'est pas une challah, c'est un parpaing. Je t'avais dit de pétrir. Après si tu laisses monter, tu repétris. Oh, attends, combien on pétrit? Eh oui. Et après tu repétris encore. Ah mais je suis contre. Ça s'appelle la contre-pétrie. Vas-y, pétris. Après tu vois la challah. Ah, tu as du mal à la tenir sur la table. Ah, quelle légèreté. Mais c'est pareil. Un couple qui est travaillé. Ouais. Parce que l'homme il est comme la farine et la femme elle est comme l'eau. Ils ne se ressemblent pas du tout, l'homme et la femme. Aujourd'hui ils veulent faire tout pareil, on est tous pareils. Ça intéresse qui ça? Ouais. Mais en vérité, l'homme et la femme c'est pas pareil. L'homme il ressemble à la farine parce que la farine c'est le blé et l'homme il détient le. La femme c'est l'eau parce qu'elle pleure facilement. Non, parce que elle va arrondir les gens, elle fait le lien, elle arrange. Ouais. L'homme il est comme la farine, il est sec. Essaye de prendre une cuillère de farine à jeun. Ça s'appelle une crise d'asthme. Ouais. Pourtant, quand tu prends la farine séparément, c'est très riche, c'est très important. Tu prends l'eau, on est fait à 70% d'eau. C'est très important. Donc l'eau et la farine, c'est extraordinaire. Mais dès que tu les mélanges, la gadou. Après, ça prend. Et après, il faut vite mettre au four. Sinon, ça devient hametz. Hametz, c'est combien de temps? 18 minutes. 18 minutes, la vie. Maintenant, comment la pâte elle est devenue Hametz? Comment la pâte est devenue Hametz? Tu sais comment? Parce que tu as arrêté de travailler la pâte. Donc si tu travailles ton couple, il n'arrive rien. Si tu finalises les projets, il n'arrive rien. Tu mets au four. Une pâte, une matzah. Une pâte, une mitzvah. Une pâte, une mitzvah. Communication, on travaille, on finalise. Solidarité, on travaille, on finalise. Gentillesse, on finalise. Relation avec les parents, on finalise. Relation avec l'argent, on finalise. Hop, une pâte, un sujet, une matzah. Un sujet, une matzah. Ah, on n'a pas encore réglé, pétris la pâte. On l'a réglé, mets au four. Donc, qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils ne travaillent pas. Hametz. Ah, c'est toi, ta race, ta mère. Ou alors, ils ne mettent pas au four. Ils ne mettent pas au four. Ah ouais, mais on ne va jamais au bout des sujets. De toute façon, au bout de 3 jours, ça revient comme avant. Je t'ai dit de mettre au four. Mais au four, bah voilà. C'est un strat de maturité. Toi, quand tu as 35 ans, tu ne fais pas les mêmes erreurs que quand il y a 20 ans. Donc votre couple, il a 35 ans, comment ça se fait qu'il fait les mêmes erreurs qu'il y a 15 ans? Parce que vous ne mettez pas au four. Chacun dit, ben, il a qu'à mettre au four s'il veut, lui. Moi, c'est pas mon problème. De toute façon, ils sont tous comme ça. C'est les hommes, les Tunisiens, les Marocains. Arrête avec tes généralités, on dirait que tu as épousé un statistique. Non, tu t'arranges avec lui. Elle s'arrange avec toi. Les deux. C'est ça le mariage. On met 2 personnes dans une barque, on leur met 2 rames, et on l'envoie dans la mer. Et quand ils sont vraiment dans la mer,
Ils vont ramer. Ils vont essayer de ramer. Ils vont ramer coordonnés. Donc il y en a, qu'est-ce qu'ils font? Il y en a un seul qui rame. Il dit, écoute, il faut faire des efforts. Le Rav, il a dit. Et l'autre, il dit, moi, je rame pas. Moi. Jamais mon père, il a fait des efforts. Ok, mais ta mère, elle est partie. C'est vrai. Donc quand il y en a un seul qui rame, on tourne en rond. Après, il y a des gens qui rament, chacun leur tour. C'est qu'il y en a qui ne veut plus ramer. L'autre, il dit, allez, ce coup-ci, j'ai compris ce qu'elle veut, je rame. Alors elle dit, ouais, mais c'est trop facile, hein, tu veux ramer maintenant? Eh ben, rame tout seul. Donc ça tourne en rond, mais dans l'autre sens. Après, il y en a les deux, ils disent, ok, on se coordonne, on rame les deux, mais les deux en arrière. Tu veux être con, je vais être plus con que toi. Tu veux être méchant, je vais être plus méchant que toi. Ah bon, tu veux pas être gentil avec moi? Tu veux pas l'omigvé? Tu sais quoi, je veux plus être filine. Ah bon, tu veux pas me payer mon sac? Je vais te dénoncer ce que tu as en Israël. Les deux, ils rament en arrière. Ouais. Non, vous vous dites, mais comment il connaît mon mari? D'accord. Mais après, il y a les intelligents, quatrième catégorie, qu'on espère tous, si Dieu veut. Les deux, ils rament en avant. Et quand ils rament, ils s'élèvent. On dit, rame, Vénissa. Rame. Vénissa, tu t'élèves. Ouais. Donc il faut ramer. Il faut ramer. Il faut ramer. Il ne faut pas avoir peur. Parce que les gens, ils disent, je suis fatigué. Mais tu ne te rends pas compte que, en fait, c'est le meilleur placement du monde. Moi, je connais un mec, par exemple, dans le business, il ne veut pas faire d'immobilier. Pourquoi? Parce qu'il est pressé de voir les résultats. Donc il fait que du business où il y a du cash. Il veut du cash flow, tout le temps. Il ouvre un truc, il faut que ça rentre. Et sur son portable, il voit. Il me montre à moi, il me dit, regarde, on a vendu 90 000 portables. Regarde, là on a pris 200 000. Regarde, on a pris 100 000. Écoutez, regarde, on est rentré sur vente privée. On a fait ça, pas un truc que tu mets, après, dans 20 ans après, tu dis, ah, t'as une plus-value. Ah, t'as vendu Boulevard Flandrin? Ouais, j'ai vendu, combien t'as pris? 400 000. Ah, et toi? Moi, j'ai pris 400 000 par jour. Voilà. Ben, c'est exactement pareil dans le Shalom Bayit. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir du cash flow. Ça veut dire, c'est vrai, tu fais des efforts, mais tu as le sourire. Tu as l'ambiance à la maison, tu as la solidarité, tu as la tendresse, tu as la finesse. Tu as la simcha, tu as la farha dans la maison, tu as la shechina, tu as le bon goût dans la maison, tu as la dafina, elle est réussie. Parce que les gâteaux, ils sont pas amers parce qu'elle les fait avec amour. Ouais, toi, les cadeaux, tu vois son visage qui s'illumine. Ton mari, il te voit et te dit, waouh, grâce à Dieu, tous les jours tu mets un truc nouveau. Il voit qu'il y a une bracha dans ce placard. C'est la caverne d'Ali Baba, d'accord? Et tous les habits, ils ont une étiquette. Tu dis, c'est pas possible. T'as de la peine. Heureusement qu'ils ont créé Ali Baba, sinon on serait tous à la ramasse. D'accord? Donc, mais c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que, au Hachem, c'est vrai qu'on demande des efforts, mais il y a tellement de résultats. Donc les gens intelligents, ouais, ils sont tellement gargarisés par les résultats qu'ils ne voient même plus l'effort. Mais les gens idiots, ils ont tellement la difficulté à se remettre en cause, ou à se mettre en mouvement, ou à se mettre en marche, qu'ils légitimisent leurs glandes par le manque de résultats. Mais comment veux-tu avoir les résultats sur le travail non effectué? Vous me suivez ou non? Comme si tu es un patron. Toi, tu es un patron. Tu vois qu'il y a un retard, d'accord? Et tu sais que tu as 10 000 euros d'indemnité de retard. Eh bien, tu enlèves ta chemise, tu descends à l'entrepôt et tu es dans rentrer les cartons. Ah, tu dis, mais c'est pas mon rôle, c'est pas moi de le faire. Mais tu n'as pas compris. C'est une société. Tout le monde travaille. S'il n'y a pas, le mec, le manutentionnaire, il tombe en truc, il s'est cassé une jambe, tu vas toi. Maintenant, voilà, on a débloqué l'affaire. Tu dis, non, moi, c'est la hiérarchie. En vérité, c'est la glande. Parce que tu es un glandeur. Donc, toi, tu le fais pour la société. Et toi, tu le fais pour le couple. Normalement, ta femme, je sais pas moi, elle fait le parterre avant Shabbat, elle a le dos bloqué, elle a accouché il y a 2 jours. Fais le parterre. Ah non, c'est pas mon kavod, c'est honteux. Ça fait une fois un rave, un Tamid Chacham. C'était pas un rave, c'était un Kolelman. Il a été voir le Stepeler. Il a dit, Rav, le Stepeler, c'est le père de Raphaël Kanevski. Il a dit, voilà, j'ai une question et tout ça. C'est que ma femme, elle me demande tous les soirs à 5 heures de descendre la poubelle. Et moi, je pense que c'est pas kavod à Torah. C'est pas le kavod. Moi, j'étudie la Torah toute la journée, j'ai un très haut niveau. C'est pas mon kavod de prendre la poubelle. Moi, je dois prendre la Gemara, je dois prendre la Mishnah, je dois pas descendre la poubelle. Qu'est-ce que vous en pensez? Le Rav, il a dit, t'as raison, c'est vrai, c'est pas le kavod de la Torah, tu descends pas la poubelle, c'est normal. Ah, il était content, il est rentré chez lui. Ok. Le lendemain à 5 heures, on tape à la porte. Il ouvre, qui c'est? Le Stepeler. Le tzaddik, lui, le chacham de Bnei Brak. Il lui a dit, qu'est-ce que vous faites là? Il a dit, je suis venu pour descendre de la poubelle parce que c'est pas ton kavod. Moi, c'est mon kavod à moi que ta femme, elle soit heureuse. Moi, je descends la poubelle, moi. Toi, va étudier, toi, c'est un tzaddik. Maintenant, lui, il finit le chasse toutes les semaines. Il va descendre la poubelle. Mais toi, Blénara, que tu tires la chasse tous les jours. D'accord? Donc, c'est là que tu vois la grandeur. T'as compris ou non? Et toujours, ça fonctionne. Une fois avec Rav Shach aussi, il y a une histoire comme ça, incroyable. Il y a un monsieur, il a été voir. Pareil, c'est des Bnei Brak, c'est des gens religieux.
C'est-à-dire, si déjà les religieux, alors tout le monde, à plus forte raison, tout le monde doit faire le travail. Il a été voir le Rav Shach, il lui a dit, écoutez Rav, ma femme, elle a un problème, elle n'est pas de sanoua. Elle a un manque de pudeur. C'est-à-dire, c'est-à-dire, elle doit ouvrir un bouton. Et là, elle met un monokini, là-bas, elle ouvre un bouton. Ouais. Il dit, Rav, elle n'est pas sniout et tout. Alors le Rav lui a dit, écoute, il faut étudier les halachot de sniout, les lois de sniout avec elle. T'achètes un livre, vous étudiez ensemble, elle va comprendre et ça va bien se passer. Il revient au bout d'un mois, il dit, Rav, écoutez, j'ai un problème, on a fait ce que vous avez dit, on a étudié pendant un mois, on a fait toutes les lois de sniout, ça n'a pas réglé le problème. Bon. Alors le Rav dit, c'est pas possible. Il dit, pourquoi? Il a dit, parce que c'est marqué dans le Rambam, Ishak Shera Osar Etson Barala. Une femme bien, une femme cachère, elle fait la volonté de son mari. Alors le gars, il a dit, donc ça prouve que ma femme, elle n'est pas cachère. Elle a dit, non, ça prouve que c'est pas ta volonté à toi. Parce que si toi, tu lui dis, tu n'es pas pudique, mais toi, tu regardes les femmes dans la rue. Donc au fond, c'est pas ta volonté. Donc elle ne peut pas faire ta volonté parce que c'est pas la tienne. C'est-à-dire que quand tu vois le défaut chez les autres, regarde chez toi d'abord. Et c'est pareil. D'accord. Si toi, tu dis, mon mari, il est pas assez solidaire, réfléchis, est-ce que toi, tu fais tout ce que tu dois faire? Ouais. Si toi, tu dis, ma femme ne me comprend pas, regarde si toi, tu es explicite quand tu parles. Cherche chez toi. Oui, quand tu es dans ce travail, c'est-à-dire dans ce travail de perfectionnement personnel et que chacun le fait de son côté, on a éliminé 90%. Parce que moi, de ma petite expérience, encore une fois, 90% des problèmes de couple sont des problèmes personnels qui dégénèrent dans le couple. Donc fais ton travail, toi, en tant qu'homme. Travaille tes midot, étudie ta chassidut, remets-toi en cause, casse ton orgueil, fais de la vraie générosité, pas de la générosité calculée, je te donne ça, comme ça tu me donnes ça. Ouais. Et toi, pareil de ton côté, fais ton travail. Déjà, on a éliminé 90%. Et le reste, c'est le couple. Et le couple, il faut travailler. On a dit, c'est des sujets, comme à Pessah, tu dis on range la chambre, après on range la salle à manger. Et bien là, on travaille la communication, on travaille la solidarité, on travaille la compréhension. C'est des sujets, il faut travailler. Il y a des cours, c'est gratuit, vous m'envoyez un email, je vous envoie, vous travaillez. Ouais, au pire, ça ira mieux, d'accord? Parce que d'après vous, vous êtes en bas, donc ça peut être que mieux. Ouais. Et vous allez voir, quand en parallèle, vous faites le travail personnel et le travail de couple, il n'y a aucun problème, c'est the bonheur, c'est j'ose the couple, d'accord? Maintenant qu'ils ont vendu, on peut le dire, d'accord? Donc c'est ça l'idée. Et si on est dans cette dynamique-là, Bezrat Hashem, ça sera que du bonheur. Maintenant, pourquoi aujourd'hui c'est tellement important Shalom Bayit? Parce que, en vérité, Mashiach, il ne vient pas parce qu'il manque de la Torah, parce qu'il manque du Ben Adam Lachavero, il manque la relation avec l'autre, et le plus important dans l'autre, c'est le couple. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Shalom, qu'il y a beaucoup de divorces, qu'il y a beaucoup d'adultères, qu'il y a beaucoup de bêtises, qu'il y a beaucoup de gens tordus, qu'il y a beaucoup de cruauté, qu'il y a beaucoup de mariages qui partent en sucette pour des lourdeurs. C'est ça qui est Merakev Mashiach, ça qui empêche le Mashiach. Donc si quelqu'un, il veut faire venir Mashiach, ouais, qui continue à étudier la Torah et à mettre les tefilines aux gens, c'est très bien, mais il faut travailler le couple aussi. Ouais, parce que ça c'est prioritaire. Parce que c'est un des endroits où c'est marqué que la Shekhinah, elle est là, elle est dans la maison. Or la Shekhinah, la présence divine, en vérité, c'est la communion des volontés. Parce que la volonté, elle vient de la Neshama. Et la communion des bonnes volontés, elle a un certain nombre de règles à respecter. Les règles de la sainteté, de la pureté, du respect, de la reconnaissance, de la douceur, de la gentillesse, de la bonté. Donc en vérité, tous les outils qui sont nécessaires pour fabriquer le couple, c'est exactement ceux qui permettent la création du réceptacle pour que la présence divine soit là. Et quand la présence divine est dans la maison, tu ne vas pas avoir peur. Par contre, quand la présence divine n'est pas là, puisque la nature n'aime pas le vide, c'est le Satan qui rentre. Et quand le Satan y rentre, tu vois le feu, tu vois les cris, tu vois les malentendus, tu vois les nerfs, tu vois la police, tu vois l'adultère, tu vois la bonne qui n'est pas forcément la mauvaise. Tout ça, pourquoi? Parce que quand tu as enlevé la Shekhinah, la Touma elle rentre. Il n'y a pas. Il n'y a pas les gens qui disent on n'est pas des païens, on n'est pas des religieux. Regarde le troisième type. Il n'y a pas. C'est ou la Kedusha ou la Touma, surtout aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a plus. Avant, les gens ils disaient bon, on est traditionnalistes, mais ils étaient sérieux. Non, aujourd'hui, quelqu'un qui n'est pas impliqué, fort, vigilant, il part en sucette. Tu le vois. Des gens, tu dis, mais c'est pas possible, mais pas eux, pas lui. Pas possible. Ouais. Donc, pour éviter tout ce genre de catastrophe que j'ai pas envie de vous salir la tête avec, donc, faites ce que vous avez à faire, suivez le traitement, et vous allez voir, si Dieu veut, que vous n'y aura que des bons résultats. Chazak Baruch.